battre tambour, le roi fait battre tambour, pour voir toutes ces dames. Et la première qu'il a vue, lui a ravi son âme. Bon, alors, Monsieur Fernand, je te laisse présenter un peu la conférence comme d'habitude, et puis moi ensuite je présenterai mon invité Jean Dupelem. D'accord? Oui, bien sûr, sans problème. Alors, bonsoir à tous. Donc, si jamais certains rejoignent après et qui se demandent comment ça va fonctionner, vous leur expliquerez, hein, vous êtes bien placé pour ça. Donc, simplement ce soir, donc ça va se passer comme d'habitude. On va avoir l'intervention donc des intervenants pour poser vos questions. Donc ce sera au sein du salon questions, donc que vous pouvez trouver dans les salons écrits sur le Discord. Si vous souhaitez discuter de la conférence à l'écrit, ça se passe dans le salon taverne, ou auquel cas les salons prévus à la discussion, mais le salon questions donc sera modéré par moi-même et je vous prierai de n'y poser que vos questions pour que ensuite, lorsqu'on a voilà le temps, qu'on attribue du temps pour les questions, je puisse prélever vos questions et les poser du coup à notre intervenant ou bien à nous-mêmes. Sinon, sinon voilà, je pense que de toute façon c'est assez simple. Vous savez comment ça marche pour le reste. En espérant qu'on passera une bonne conférence. Voilà. J'aimerais vous présenter très rapidement. C'est un jeune historien, donc qui est professeur d'histoire, professeur agrégé, et qui enseigne à l'université à Paris, et maître de conférence à Paris, et qui est en train de terminer sa thèse de doctorat, donc en histoire, sur la France religieuse au XIXe siècle, sur le clergé français au XIXe siècle. Donc, je l'ai invité parce que je connais depuis très longtemps et on a eu de très intéressantes et très enrichissantes discussions sur la question de la politique française, de l'histoire de France, et en particulier les questions de royalisme, des différentes tendances du royalisme, etc. Donc, ce que je vous propose, parce qu'on a vu avec Jean tout à l'heure, c'est que en fait, on va diviser cette conférence en 4 points. Le premier point, ce sera ce qui est annoncé dans le titre, à savoir royalisme, nationalisme, patriotisme, essayer de faire un peu la part des choses, voir ce que ça signifie, d'où ça vient, quelles sont les différentes tendances, etc. Le deuxième point, ce sera plus particulièrement sur le royalisme, donc on va essayer d'exposer quels sont les différents courants qui existent en France aujourd'hui, en particulier ce que c'est que le légitimisme, les orléanistes, éventuellement d'autres courants du royalisme qui existent. Ensuite, troisième point, ça c'est moi qui ajoute ça, je pense que c'est très important, la question de Bonaparte, du bonapartisme, parce que c'est assez à la mode de nos jours, surtout par Zemmour, qui est un grand bonapartiste, et quelques autres conférenciers, en particulier Christopher Lann, etc. Donc, je pense que c'est intéressant de donner un peu un point de vue catholique sur cette question. Et puis, quatrième point, eh bien, un peu des développements, un peu revenir aux principes qui doivent guider notre action politique et notre action religieuse. Qu'est-ce que ça doit signifier, du coup, pour nous, aujourd'hui, en France, pour vous, jeunes Français, d'être des patriotes et éventuellement royalistes. Alors, est-ce que Jean Dupelem est là? Est-ce qu'il nous entend? Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend parfaitement. Parfait. C'est très bien. Merci beaucoup, monsieur Labert, de m'avoir demandé de participer ce soir. Avec grand plaisir. Alors, première question. Est-ce que tu peux nous exposer un peu justement la différence entre le royalisme, nationalisme et patriotisme? D'abord par des généralités. Alors, par des généralités, on pourrait dire qu'en fait, la principale distinction qu'on peut poser entre... la première distinction, on peut la poser entre nationalisme et patriotisme. En fait, la patrie, c'est l'allégeance
à ce que saint Thomas appelle le lieu de la naissance et de l'éducation. Donc c'est d'abord un enracinement qui est charnel et qui est relatif à tous les espaces qui nous ont apporté quelque chose, qui ont permis notre construction et qui donc sont avec lesquels on a une histoire, une culture commune. Le nationalisme donc vient du mot nation, et la nation c'est une communauté imaginée en quelque sorte qui apparaît au moment de la Révolution française. Et en gros, l'idée, c'est que on imagine une espèce de communauté qui serait la somme de tous les hommes qui feraient partie de cette nation et à laquelle on serait obligé d'obéir, parce que on serait en gros, chaque homme, chaque membre de la nation est une émanation de la nation. Alors, c'est pas très clair pour l'instant, mais la distinction va un peu s'éclaircir quand on va faire s'éclairer, pardon. Quand on va faire la distinction entre royalisme et patriotisme. Le royalisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'adhésion à un régime. En gros, on se bat pour une manière particulière d'organiser la société, une conception de la justice, une conception de la politique, une conception des lois. La nation, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, on appartient à une communauté et quoi que fasse cette communauté, parce qu'on en fait partie, on n'a pas le choix de lui obéir. En gros, un royaliste, avant 1917, il combat pour la Russie parce que c'est la Russie du tsar. Après 1917, après la révolution bolchevique, il combat plus pour la Russie parce que le régime qui est en Russie, c'est un régime qui est à ses yeux mauvais, et donc il va pas défendre un régime mauvais. Un nationaliste, que ça soit une Russie communiste, une Russie monarchiste, pour lui c'est indifférent, c'est la Russie. Voilà, je sais pas si ma distinction était claire, si ça vous convient. Ici, je pense que c'est très intéressant. Alors, ça pose déjà pas mal de questions parce que, si je te comprends bien, en fait, tu dis que le nationalisme est né à la Révolution. Exactement, ouais. Exactement. Mais en fait, pourtant, c'était un peu pour. La nation française, le roi, il est roi de France. La nation française existe, peut-être là, il existe avant la Révolution. Bien sûr. Alors en fait, la nation, elle a été un peu inventée pour remplacer quelque chose qu'on a perdu à la Révolution française. Alors évidemment, c'est un mot qui n'apparaît pas à la Révolution française. C'est un mot qui apparaît avant, mais qui n'a pas le même sens. Jusqu'ici, on parle des nations. Par exemple, l'Académie française, c'est le collège, autrefois, avant d'être l'Académie, c'est le collège des 4 nations, parce que c'est un collège qui a été fondé sous Louis XIV pour 4 régions qui venaient d'être intégrées au Royaume de France. Dedans, par exemple, il y avait le Roussillon ou la Catalogne. Et donc, à l'époque, les nations, ça désigne différents peuples, unis voilà, par la culture, par un territoire, par une langue. On parle, par exemple, de nation bretonne. Et le roi est père de ces peuples. C'est le roi et le régime politique qui font l'unité, en fait, de ces différentes nations et de cette mosaïque de peuples unis derrière un roi avec tout ce que la monarchie d'Ancien Régime incarne, donc le roi très chrétien, la justice, le principe de subsidiarité, etc., la loi naturelle, et j'en passe. Et en fait, à la Révolution française, pour remplacer ce principe d'unité essentielle dont on ressent aujourd'hui évidemment le manque, qu'on a décapité, on remplace le roi par la nation. Il y a quelque chose de très évocateur. Vous connaissez, je pense, sans doute la fameuse phrase de Danton qui, en 1792, alors que la République déclare la guerre à l'Europe, s'écrit « Citoyens, la patrie est en danger ». Alors lui, il confond patrie-nation, c'est un peu les mêmes termes dans la bouche d'un révolutionnaire. C'est pas du tout le même terme que patrie dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont je vous ai donné un peu la définition traditionnelle, on va dire. Et quand il dit, voilà, la patrie est en danger, c'est complètement nouveau dans une façon de penser la guerre. Jusqu'ici, on va défendre le roi, et le roi avec tout ce qu'il incarne. On va défendre en fait la cité. Maintenant, l'idéal a changé en fait. D'accord. Alors, justement, si on peut, pour un peu illustrer ce que tu viens de dire, moi, ça me fait penser que à Rome, il y a des églises nationales. Et en particulier, il y a l'église des Français, qui est Saint-Louis des Français. Il y a l'église des Bretons, Saint-Yves des Bretons. Il y a l'église des Lorrains.
Et donc, il y a un certain nombre de nations comme ça qui sont plutôt, donc qui correspondraient plutôt au terme de patrie dont on a parlé tout à l'heure, mais en tout cas, et qui datent évidemment de l'ancien régime. Et c'est très intéressant justement de voir que à Rome, en tout cas, les chrétiens s'identifient d'abord comme bretons ou d'abord comme lorrains, avant de s'identifier comme français. Alors, bien sûr, on peut même prendre l'exemple, si je peux vous couper, pardon, mais de l'Autriche-Hongrie, ou qui était quand même, l'empire d'Autriche-Hongrie, hein, qui a été détruit en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale, et qui unissait des Autrichiens, des Hongrois évidemment, mais aussi des Slovènes, des Croates, des Italiens, des Serbes, et tout ça pour un peuple vraiment très uni, qui quand même a réussi à vaincre les Italiens. Bon, c'est pas le peuple le plus militaire de l'histoire, mais pendant la Première Guerre mondiale, ce qui montre bien que, il n'y a pas de superposition en fait entre une identité culturelle et un régime politique. D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur ce terme de patrie et de patriotisme dont on a parlé. Tu as dit, finalement, la patrie, c'est là où on a ses racines. Alors, je me souviens d'une expression, alors je ne sais plus, je crois que c'est de Bainville, qui dit là où est ta patrie, c'est là où sont tes morts. C'est-à-dire que là où on a des morts enterrés dans la terre, c'est de là que viennent nos racines. Alors, est-ce qu'on peut développer, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est justement cette notion de patrie charnelle, comme tu as dit, je trouve cette expression magnifique, et comment on s'identifie? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs difficultés. C'est que aujourd'hui, on s'identifie plus comme français, peut-être, que comme normand ou breton ou basque. Enfin, ça dépend. Mais surtout aujourd'hui, à l'heure où chacun est héritier de différentes familles, de différentes régions, de différentes traditions. Et puis, il y a même beaucoup de gens qui n'ont pas ce sens de la patrie, qui n'ont pas de bien sûr, déceler et d'identifier leur origine. Donc, comment ça se fonctionne? En fait, je pense qu'il y a un peu on pourrait faire un peu le parallèle avec les gens qui sont rassemblés ici. Je pense qu'il y a des gens, voilà, de toutes les origines. Si on prend par exemple un Breton, lui, quelqu'un qui aura passé son enfance en Bretagne, lui, ce qu'il va apprécier, c'est un ciel gris, des ajoncs, des maisons en granit, des toits en ardoise, voilà, un peu de pluie éclairée par un peu de soleil. Et pour lui, ce sera ça, le paysage qui se représente. Mettons, quand il part, par exemple, au combat, quand il part dans les tranchées en 1914, c'est pour ça qu'il combat. Mais il combat côte à côte avec un Provençal. Lui, ce qu'il aime, au contraire, c'est le soleil bleu qui tape, c'est des endroits parfois assez rocailleux, c'est la garrigue. Et pourtant, donc ces gens-là ont des patries différentes. Et pourtant, ils vont combattre ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils combattent ensemble? Parce qu'ils font partie d'une même communauté politique. Mais il serait totalement illusoire de prétendre faire en fait que, disons, ces deux combattants qui combattent pour la même communauté politique, donc pour la même cité, pour le même pays, aient un même attachement charnel en quelque sorte, soient attachés charnellement à la même chose, parce que ils s'ancrent dans des origines différentes, dans des histoires différentes. On peut même tirer plus loin le parallèle si on prend l'exemple de Athènes, de la cité antique d'Athènes. Athènes, c'est vraiment pas très grand, hein, c'est grand comme on va dire, c'est plus petit qu'un département français, si vous voulez, pour faire le parallèle. Et à Athènes, donc c'est des gens qui, quand ils combattent pour la même cité, donc la même communauté politique. Mais dans ces Athéniens, qui ont la même appartenance politique, vous allez avoir les marins du Pirée, le port d'Athènes, et eux, Athènes pour eux, qu'est-ce que c'est? Ce sont les bateaux, c'est les vagues, c'est les constructions. Vous avez les paysans de la campagne, pour eux, bah voilà, ça va être des collines à la grecque, un peu avec donc de la vigne, du blé, des oliviers évidemment. Et puis vous allez avoir les citadins, vous allez avoir les artisans des faubourgs. Et donc en fait cette différence d'attachement charnel, donc avec chacun qui s'inscrit dans une tradition, un héritage même économique, hein, ou parfois même professionnel quand on héritait le métier de son père, etc., etc. Bah, ça se voit même à une plus petite échelle en fait que l'échelle de la France, qui est un vaste pays. Et en fait c'est juste. Oui. Pardon. Non, mais c'est juste que je trouve que cette différence, elle est intéressante parce qu'il est impossible en fait d'avoir une, comment dire,
prétendre avoir un attachement charnel à quelque chose qui est démesuré pour nous, c'est impossible d'avoir un attachement charnel à l'espace de la France, puisque prétendre aimer également toutes les régions, finalement, c'est n'en aimer aucune. Alors que justement, cette dimension charnelle d'un attachement à un espace particulier, un territoire, qui va être plus ou moins vaste, hein, parfois ça peut juste être une commune, comme pour le cas de beaucoup des poilus de 14, hein, et bien justement, ça permet de rajouter à cette dimension intellectuelle de l'adhésion à des lois, l'adhésion à un régime politique, la dimension affective de l'amour pour un petit coin de terre, donc justement de cet aspect charnel dont on a parlé. Alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui, ça n'a pas vraiment répondu à la question, dans le sens où aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont un père breton, une mère alsacienne, et puis des grands-parents parisiens, enfin j'invente. Comment retrouver ce sens de la patrie charnelle lorsqu'on est issu de différentes communautés, de différents paysages, de différentes patries finalement? Est-ce qu'on peut s'inventer? Est-ce qu'on peut aller s'installer en Normandie et dire je suis normand? En fait, il y a différentes choses. Ça dépend qui est la personne au départ. Soit on est héritier effectivement de différentes traditions et une de ces traditions a réussi à prendre le dessus. Dans ce cas, évidemment, on va plutôt essayer, après évidemment dans la mesure du possible, hein, de s'identifier à cette tradition qui a dominé dans notre éducation, dans même notre sentiment d'identification au reste de notre famille. Ça peut être, je sais pas, l'endroit où on allait passer ses vacances, etc. Après, pour un déraciné, ce qui est le cas malheureusement de beaucoup de nos compatriotes, il est tout à fait légitime de penser qu'ils puissent se réenraciner en un endroit à partir du moment où ils ont ce souhait de se réenraciner. Et donc, le réenracinement, il passe par comment dire, des actes tout simples. Hein, c'est commencer à vivre dans un territoire avec la volonté de développer ce territoire, de pas y vivre en fait comme un consommateur, comme un moderne. Il y a eu des mobilités autrefois quand les gens justement avaient encore cet enracinement. Je pense par exemple à des soldats des mercenaires hein, alsaciens ou même suisses ou écossais, parce qu'il y a eu beaucoup de ces peuples-là qui ont combattu pour le roi de France et qui après, une fois leur service terminé, se sont installés en France. Mais disons que voilà, ils ont réappris aussi à apprécier les régions dans lesquelles ils avaient vécu. Et ils s'étaient installés, et donc ils ont pu s'y réenraciner. Il n'y a pas de déterminisme, en fait, de l'origine biologique, on pourrait dire. Non. Alors, je pose une question, du coup je pose une question un peu provocatrice. Donc, un Algérien musulman immigré, né en France parce que ses parents ont immigré en France, peut tout à fait se revendiquer breton ou gascon. Alors du coup, là, pose la question de la compatibilité d'héritage. C'est pour ça que moi j'ai donné volontairement l'exemple de Suisses, d'Écossais ou d'Alsaciens, qui eux, justement, avaient une certaine communauté, on va dire, intellectuelle, mais même pas uniquement intellectuelle, une communauté sentimentale aussi avec les endroits dans lesquels ils s'installaient. Ça vous surprendra pas, par exemple, si je vous dis que les Écossais, on en retrouve énormément qui s'installent en Bretagne. Parce que la Bretagne, c'est une terre celte, l'Écosse est une terre celte. Que les Alsaciens, eux, vont plutôt s'installer évidemment dans l'Est, en Lorraine, n'en déplaise aux Lorrains et à leur rivalité avec les Alsaciens. Pareil pour les Suisses qui vont plutôt s'installer dans les territoires de montagne. Donc il y a déjà une communauté, en quelque sorte, enfin comment dire, il faut qu'il y ait une proximité physique dans l'endroit avec lequel on va s'installer, mais aussi il faut qu'il y ait une proximité civilisationnelle. Après, si vous voulez, je pourrais être provocateur aussi hein, et vous donner l'exemple de ces Arméniens, catholiques bien sûr, qui sont installés à Marseille au XVIIe siècle parce qu'ils ont été chassés par les persécutions ottomanes et qui ont fait souche et sont devenus aussi marseillais que des Marseillais. Ça a été sans doute beaucoup plus dur pour eux, mais ils avaient au moins ce fondement de départ qui était le christianisme. D'accord, très bien. Il me vient. Alors déjà, avant de poser une question, je pense que tous ceux qui nous écoutent, je pense que c'est le moment justement d'encourager les uns et les autres justement à cultiver cet attachement aux racines et cette identité, cette patrie charnelle. Et ceux qui sont déracinés par les événements de la vie, là, ce dont on parlait maintenant, eh bien, c'est un encouragement évidemment à retrouver des racines, à planter leur arbre pour éventuellement fonder de nouvelles souches,
à long terme. Je pense que c'est très important d'avoir un endroit. Moi, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça une fois, et je vous encourage à vous poser cette question. C'est où chez moi? Où est-ce que, lorsque j'arrive, je me sens chez moi? Et j'ai déjà raconté ça à plusieurs occasions, mais je le répète volontiers aujourd'hui. Alors moi, je suis breton des Côtes d'Armor, là, de Erquy. Et même si je suis né à Rouen parce que mon père travaillait à Rouen, mais moi, je me suis toujours identifié à la Bretagne. Et même si, d'ailleurs, ma mère n'est pas du tout, n'est ni bretonne ni normande, puisque ma mère est mexicaine. Donc, mais on s'est toujours senti breton et attaché à cette patrie. Et effectivement, le sentiment d'appartenance, pour moi, est très fort. C'est-à-dire, à chaque fois que j'arrive à Erquy, j'approche de la mer, quand je vois la mer là, sur le port, le cap d'Erquy, et je me dis, j'arrive à la maison. Et je me suis souvent posé la question, pourquoi, qu'est-ce qui fait que quand j'arrive ici, je me sens chez moi? Et je pense avoir trouvé une réponse un jour en regardant la mer comme ça, sous la pluie, comme en Bretagne. Et en fait, je pense que la réponse, c'est que ça ne change pas. C'est que c'est quelque chose d'éternel. Les rochers en granit, évidemment, il y a quelques cailloux qui changent de place, quelques dunes qui sont modifiées, mais au fond, c'est quelque chose d'éternel, quelque chose qui est ancré et qui me dépasse. Quelque chose dont je suis l'héritier, quelque chose que j'ai reçu et quelque chose que je pourrais transmettre. Alors évidemment, je ne transmets pas la Bretagne comme telle, mais c'est quelque chose qui nous dépasse. Et cette patrie, justement, c'est ça qui est très fort. C'est quelque chose, finalement, qui nous fait toucher d'une certaine façon l'éternité ou la transcendance, puisque c'est quelque chose qui est plus grand que nous et qui nous. Et tout à l'heure, tu as employé une expression que je trouve très forte. C'est-à-dire, en fait, le moderne, c'est un consommateur. C'est quelqu'un qui vient en Bretagne pour admirer les paysages, profiter de la plage et qui ensuite il s'en va et puis qui ira autre part un autre jour. Alors que celui qui est enraciné, c'est celui qui trouve là, justement, non pas un objet de consommation, qui n'est pas un moderne, mais qui est un enraciné, et qui trouve là, au contraire, l'éternité dont il est un chaînon. Alors, je me venais une question, pour revenir à des questions plus historiques, à des considérations plus historiques. Comment, dans l'Ancien Régime, justement, ces différentes patries sont liées au roi de France? Parce que la France, là, on a parlé des petits charnels, etc., mais la France, c'est quand même une réalité. Et je pense que, à différentes époques, alors ça a varié dans l'histoire, mais qu'est-ce que signifie la France? Qu'est-ce que signifie l'attachement à la France dans l'Ancien Régime? En fait, l'attachement à la France, il n'y a pas d'attachement à la France autre qu'un attachement au roi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est pas le vote d'un territoire donné qui va commencer par dire nous, on va choisir plutôt le roi de France que l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il faut comprendre, en fait, c'est aussi l'image de la société traditionnelle. C'est une image pour comparer ça un peu à un escalier, où en fait, il y a une adhésion des peuples à leur chef au premier niveau. Ce premier niveau va adhérer au deuxième, qui va adhérer au troisième, qui va adhérer au quatrième, qui va adhérer au cinquième, qui va prendre la décision, par le jeu complexe des allégeances, de reconnaître la souveraineté du roi de France. Donc, c'est-à-dire ce premier aspect qui est institutionnel. Après, il y a des aspects aussi, évidemment, de proximité intellectuelle, de proximité, culturelle. Mais bon, qui ne marche pas, par exemple, dans le cas de l'Alsace, où l'Alsace, on est à un carrefour entre la civilisation franque et la civilisation germanique. Donc, on aurait très bien pu imaginer, juste pour cet aspect culturel, que l'Alsace, pardon pour les Alsaciens, mais soit plutôt dans l'orbite allemande. Donc, disons que c'est un peu un jeu complexe qui est le fruit de l'histoire. Il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de déterminisme à ce que la France soit telle ou telle. Et c'est ça aussi qui en fait la beauté de cette construction de la France, de l'unité de la France. Il y a quand même un déterminisme géographique. Alors oui, bien sûr. J'aurais pu terminer là-dessus. Mais sur le cas, par exemple, évidemment, toutes les frontières de l'Ouest, évidemment les frontières notamment pyrénéennes. Mais par exemple, quand on pense au nord, tout le nord, les Flandres, il y a toute une partie des Flandres qui sont... à cet endroit-là, c'est une grande plaine. Donc oui, il y a un aspect évidemment, déterminé. Disons qu'il y a des facilités géographiques qui expliquent la construction de pays à tel ou tel moment. Et surtout, après, ça ne veut pas pour autant dire, attention,
que ça explique qu'on puisse morceler le pays. Parce que l'héritage partagé depuis un certain nombre de siècles engage une communauté qui ne peut pas être détruite de façon aussi facile. On en revient pour le coup à l'exemple des Alsaciens, qui ont beau y passer 50 ans sous domination allemande, étaient quand même impatients de rentrer dans le giron français après 1918. Et alors, une autre question, et puis ensuite on passera au deuxième point, mais quand il n'y a plus de roi, justement, parce que tu dis c'est le roi qui fait l'unité de la France, au-dessus des patriotismes et des identités charnelles, quand il n'y a plus de roi, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on fait pour se sentir français? Alors, quand il n'y a plus de roi, on a le souvenir, enfin, comment dire, la chose qui nous fait nous sentir français, déjà, c'est la première chose, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est, quand je répondais à votre question sur le déterminisme, c'est l'héritage. C'est que on n'est pas là pour, nous traditionnalistes connaissons le poids de l'histoire, l'importance de l'histoire. Donc on n'est pas là pour bousculer en fait, pour des raisons politiques, pour des raisons d'aversion politique, hein, si juste soit-elle, des siècles et des siècles de construction, d'héritage et de vie commune de différents peuples. Et donc c'est pour ça qu'en fait on vit avec la France, mais avec la France comme un héritage d'une construction politique à laquelle on adhère, mais en tout cas dont on respecte le souvenir. Après, pour cette question du nationalisme, c'est intéressant. Justement, ce que vous dites, ça me fait penser à quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, on entend souvent dans les discours de nos hommes politiques, voilà, ça c'est pas ma France. Ma France, c'est celle des droits de l'homme, c'est celle de la tolérance, c'est celle du vivre ensemble, c'est celle qui accueille les migrants, c'est celle, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais bon, finalement, c'est un peu, voilà, disons qu'il y a différentes France, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a la France qui consiste en un héritage historique et donc politique, religieux, civilisationnel. Et après, il y a la France moderne, cette nation que les révolutionnaires ont voulu créer de toutes pièces en lui donnant des idées qui étaient qu'ils avaient complètement inventées, enfin toute une idéologie qui est justement l'idéologie moderne. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on voit que cette nation moderne, l'adhésion à la nation moderne, c'est plus l'adhésion à une idéologie qui est cette idéologie des droits de l'homme, etc. Alors que nous, notre amour pour la France, c'est un amour qui est double, un amour qui est celui de la patrie charnelle englobée dans une cité politique, donc qui rejaillit de la patrie charnelle sur la communauté politique, et c'est évidemment l'amour d'un héritage, l'amour d'une civilisation qui autrefois a fait l'unité de toutes ces patries charnelles. Alors, oui, ce qui est très intéressant, c'est justement c'est l'aspect positiviste de cette démarche justement de la nation révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, on crée quelque chose, on invente des termes, on invente une idéologie justement, et puis ce positivisme, c'est quasiment un nominalisme. C'est-à-dire que justement, on a tué le roi, et en fait, on va remplacer cet héritage, cette unité nationale par des espèces de principes religieux d'ailleurs, puisque la Révolution a inventé la déesse raison, et puis jusqu'à arriver à une espèce de radicalité absurde quand pendant la guerre de 14, au nom de la France et de l'idée de la nation française, on envoie des centaines de milliers de personnes ou des millions de Français se faire massacrer sur le front. Là, ça montre un peu l'aspect innaturel ou non naturel de cette conception idéologique qui a remplacé une conception naturelle de la patrie. Bien sûr, et puis même on pourrait dire même autre chose, hein, c'est qu'en fait c'est un peu comment dire, si on va un peu plus loin, le rêve des républicains quand ils colonisent l'Algérie en 1862, Napoléon III, donc qui lui est complètement franc-maçon, libéral, son rêve, hein, c'est de continuer de continuer la révolution jusqu'à ce qu'elle soit vraiment achevée, quoi. Lui, en Algérie, donc Algérie conquise en 1830, hein, il veut en faire un royaume arabe, mais qui serait la même chose que la France. En fait, il veut faire des Algériens, des Français, et il veut faire d'Alger, d'Oran, de Constantine, des villes françaises. Et justement, lui, ce qu'il voit pas, c'est que c'est vraiment la patrie idéologique. C'est à partir du moment où vous signez en quelque sorte un
comment dire, où vous signez l'adhésion au principe des droits de l'homme, etc., vous êtes français. Et lui, il voit pas justement cette part de l'héritage, voilà, de la civilisation, etc., etc. Oui, ça, c'est très intéressant. Et ça me fait penser par manière d'anecdote que y a l'un des membres du serveur là, je ne sais pas s'il est présent ce soir, mais il m'a raconté qu'il fait un stage dans une école maternelle à Paris et qu'au-dessus de tous les tableaux dans chaque classe, il y a la déclaration des droits de l'homme qui a remplacé le crucifix dans les classes de maternelle. Et donc, voilà, comme une espèce de nouvelle France. Et puis, je ne sais pas si vous avez écouté hier le discours le débat de Mélenchon contre Zemmour, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que Mélenchon dit ma France, c'est la France née à la Révolution, c'est la France des droits de l'homme, c'est la France de la Révolution, etc. Alors, je propose qu'on passe au deuxième point, mais peut-être que M. Fernand voudrait intervenir s'il y a eu des questions qui pourraient intéresser tout le monde. Alors, des questions, il y en a pas beaucoup qui sont posées, je pense que les gens écoutent surtout, mais moi j'en aurais une en tout cas. Est-ce que vous avez dit là juste à la fin sur tout ce qui est la France, pour moi c'est celle des droits de l'homme, pour moi c'est celle du roi, tout ça. Est-ce qu'au final ce serait pas un peu simplement la question des mémoires en fait face à l'histoire de comment on se souvient d'un événement et quel héritage au final est plus fort que l'autre dans les mémoires françaises? Oui, c'est une bonne question. Parce que du coup, maintenant, la Révolution, ça fait quand même 250 ans. Donc ça commence à devenir un héritage. Voilà, globalement, on parle d'histoire, mais est-ce qu'on peut parler d'histoire sans parler des mémoires au final? Comment on peut affiner le propos comme ça en tout cas? Alors, bien sûr, effectivement, c'est une excellente question. Effectivement, il y a cette question de la mémoire. Donc, de savoir, mais bon, la question de la mémoire, c'est ce que dit Pierre Nora, qui est un peu le grand historien justement de la mémoire. Lui, il montre qu'en fait, la mémoire, c'est aussi une sélection de l'histoire. Et que le processus de la mémoire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va retenir de tel ou tel événement historique, ou au sein de différents événements historiques. La question de savoir, c'est quels sont les principes qui sont à l'origine de cette mémoire. Et si vous voulez, il y a deux mémoires. Il y a la mémoire de celui qui a vécu un événement. On parle de la mémoire de la guerre d'Algérie. Évidemment que la mémoire de la guerre d'Algérie ne sera pas la même si on l'a vécu en métropole, dans les troupes qui ont fait le putsch d'Alger, comme appelé, etc., etc. Mais pour le coup, la mémoire d'un événement, de milieu, on va dire 1900 ans d'histoire, qui sont derrière nous, si on compte pas les 100 dernières années, bah là, pour le coup, c'est une sélection qui s'opère au nom de principes idéologiques. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut renvoyer justement à cet affrontement, si vous voulez, de conception. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, non mais tout à fait, bien sûr. Après, simplement, arrêtez-moi si je me trompe, mais pour ce que vous avez dit tout à l'heure sur la notion de un peu du découpage, tout ça, si je reprends un petit peu le caractère de la féodalité, à l'époque médiévale, on avait, le roi était loin d'être le plus puissant, hein, quand on pense à l'époque, par exemple, d'Aliénor d'Aquitaine, où le royaume d'Aquitaine était tout à fait largement plus puissant en termes de superficie, de richesse et de puissance militaire que les comtés, le territoire royal, le domaine royal. On va dire que ce qui permettait, on va dire, aux gens d'admettre que la souveraineté du roi, bah déjà c'était potentiellement le trésor national des chartes déjà. Et puis après, on avait aussi peut-être ce côté religieux aussi, le fait que le roi c'est l'envoyé de Dieu sur terre, tout ça, et c'est pour ça qu'on lui rend hommage. Mais globalement après, de facto, on va dire qu'il avait le pouvoir de Youré, mais de facto c'était pas vraiment le cas, on va dire. Bien sûr, c'est une excellente remarque. Vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose que j'ai omis de souligner, c'est qu'effectivement, ce qui fait l'autorité du roi, c'est pas son pouvoir. Vous savez, on fait la distinction entre pouvoir et autorité. On dit que le pouvoir, c'est une situation de fait qui donne à quelqu'un la capacité de forcer une autre à faire ce qu'il a envie de faire. Je m'explique. Un ours, vous vous trouvez face à un ours, l'ours est plus puissant que vous, donc il a du pouvoir sur vous. L'autorité, au contraire, c'est une capacité morale qui nous est donné donc en raison d'une supériorité qui est liée soit à ses qualités personnelles, soit à soit à la fonction qu'on exerce, etc. De tirer ceux qui vous sont confiés vers le haut. Et effectivement, le roi, s'il était le roi, si son autorité suprême était reconnue, c'est pas tant en raison de son pouvoir, même si évidemment il fallait qu'il l'ait, qu'en raison de son autorité, une autorité naturelle qui lui était conférée pour des raisons surnaturelles par le sacre. C'est parce qu'il était
par la Sainte Ampoule, choisi par Dieu en quelque sorte, enfin plutôt que son choix était validé par l'aide divine, qu'on reconnaissait qu'il avait les grâces nécessaires pour mener à bien sa mission, qu'on lui obéissait. Alors, je vous propose de passer à la deuxième, au deuxième thème, parce que là, on est au cœur du problème. Je pense j'espère qu'on a bien éclairé les choses. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, la deuxième question, c'est donc le deuxième sujet, c'est parmi les royalistes aujourd'hui, il y a plusieurs tendances, plusieurs courants, plusieurs écoles, et en particulier, il y a ce qu'on appelle les légitimistes et ce qu'on appelle les orléanistes. Alors, est-ce que, dans un premier temps, déjà, tu peux nous expliquer un peu, enfin, en termes simples, en généralité, comme on l'a fait tout à l'heure, ce que ça signifie déjà? Tout simplement, les légitimistes, en fait, ce qui se passe, c'est que en 1830, il y a une révolution, la branche aînée des Bourbons tombe avec Charles X, elle est remplacée par la branche cadette, c'est Louis-Philippe d'Orléans. Donc Charles X, il avait plutôt mis en place une monarchie traditionnelle, je simplifie évidemment, fondée sur la loi naturelle, tandis que Louis-Philippe, lui, va mettre en place une monarchie plus libérale, hein, il s'appelle lui-même le roi citoyen, le roi bourgeois. La religion ne devient plus, le catholicisme n'est plus la religion nationale, devient la religion de la majorité des Français. Voilà. Et donc, ces deux courants royalistes vont s'affronter pendant tout le 19e et jusqu'au 20e siècle. Hein. D'un côté, en gros, ceux qui disent qu'il est possible de reconstruire la monarchie de façon traditionnelle, les légitimistes, telle qu'elle existait autrefois. De l'autre côté, les orléanistes qui vont dire non, si on veut reconstruire la monarchie, il faut marier la monarchie avec une partie des acquis de la Révolution qui sont pas achetés, puisque de toute façon, c'est impossible de se débarrasser de tout jeter de la Révolution. On est obligé d'en accepter une partie. Après, se rajoute à ça des querelles dynastiques que je vais vous épargner. Vous trouverez des très bons résumés sur Wikipédia. Mais en gros, l'opposition réside dans ce... Si je comprends bien, pour toi, c'est d'abord une opposition idéologique, enfin de conception de la monarchie, avant d'être une question d'héritage et de dynastie. Exactement. C'est d'abord, alors, si vous voulez, non, parce que, enfin, oui, c'est d'abord une question idéologique, et la question de dynastie découle directement des différences idéologiques qui existent entre les deux. Par exemple, en fait, le prétendant légitimiste aujourd'hui, c'est le premier descendant en ligne directe de Louis XIV. Il se trouve que vous savez que Louis XIV, je vais me perdre un peu dans les détails historiques, mais après la guerre de succession d'Espagne, remportée par la France, le traité d'Utrecht met son petit-fils, Philippe V d'Espagne, sur le trône. Et que Philippe V signe, il y a un traité qui est signé, les renonciations d'Utrecht, où Philippe V renonce à la couronne de France. De l'autre côté, il y a un certain nombre de compensations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les adversaires de la France voulaient pas qu'il y ait une unique tête qui rassemble la France et l'Espagne. Alors, il y aurait eu deux couronnes sous un seul roi. Il n'y aurait pas eu un unique pays, rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Par contre, en échange, ils vont consentir un certain nombre de compensations pour Louis XIV et pour Philippe V. Le problème, c'est que ces compensations ne vont pas être accordées. Et donc, les légitimistes considèrent que le traité est nul. Donc, que la renonciation de Philippe V à sa couronne ne vaut pas. Et donc, que les descendants de Philippe V, dont aujourd'hui Louis de Bourbon, donc Louis XX, est un prétendant légitime. À l'inverse, les orléanistes, eux, qui ont notamment retenu de la Révolution française le nationalisme, vont dire non, il peut pas être roi parce qu'il est espagnol, et donc c'est pas possible de prendre un espagnol pour roi. Et donc il faut qu'on choisisse quelqu'un qui sera la branche des Orléans, qui en plus, bon, c'est une parenthèse, est loin d'être après la branche des Bourbons d'Espagne, il n'y a pas directement la branche des Orléans. Vous avez plein d'autres branches de Bourbons. Donc c'est ça aussi qui pose problème. Et surtout, eux, c'est le dernier point, ils acceptent l'héritage de Louis-Philippe et ils le reconnaissent comme le leur. Donc cet héritage, je vous disais, marier la monarchie et une partie des idées de la Révolution. Et pour faire un peu l'avocat du diable, de façon assez paradoxale, est-ce que aujourd'hui
c'est pas une nécessité de dire on doit tenir compte de 200 ans de révolution et on peut pas revenir à un régime traditionnel au sens légitimiste. Alors, c'est un peu une vaste question. En fait, ça dépend comment est-ce qu'on pose la question. Est-ce qu'on la pose en termes d'opportunisme politique? Donc voilà, est-ce qu'on peut arriver en disant on va abolir le divorce, abolir l'avortement, remettre le catholicisme religion d'État, supprimer les aides aux autres cultes, donner des aides uniquement au catholicisme et remettre un roi sur le trône qui serait pas un monarque constitutionnel? Ou est-ce que la question c'est est-ce qu'il est possible de reconstruire une société traditionnelle après l'épisode de la Révolution? Voilà, je ne sais pas exactement la question dans quel sens vous posez la question, mais disons que pour répondre à la plus simple, la deuxième question, donc est-ce qu'il est possible de reconstruire une société traditionnelle après le séisme de la Révolution? Moi, je pense que oui, puisque la nature humaine reste la même. La nature humaine reste la même, et donc, du coup, on peut penser que donc il est toujours possible, il reste en fait les fondements de cette loi naturelle qui est le fondement de la monarchie traditionnelle. Après, pour les questions d'opportunité politique, je pense que c'est un vaste débat et je ne sais pas si vous voulez qu'on se lance dedans maintenant. Je sais pas, mais il me vient une question aussi. Pourquoi l'Action française, qui est quand même qui a toujours été depuis le début du XXe siècle au moins un peu le fer de lance du monarchisme en France, pourquoi l'Action française est orléaniste? Alors l'Action française est orléaniste parce que justement Maurras, c'est donc le grand penseur de l'Action française, hein, c'est celui qui a le premier été on va dire l'inventeur, enfin en tout cas qui a le plus diffusé. Je ne sais pas si c'est le premier à l'avoir utilisé, hein, mais ce qu'on appelle le principe de nationalité, dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait que en fait, il a rajouté un peu aux lois fondamentales du royaume. Vous savez, les lois fondamentales du royaume, c'est ces lois ancestrales hein, qui déterminaient le choix du successeur légitime du roi défunt, donc notamment la loi de catholicité, la loi de primogéniture mâle. Et donc Maurras y a rajouté la loi de nationalité en disant, voilà, aujourd'hui, on doit être français pour pouvoir prétendre au trône de France. Mais ça, c'est une objection. Pardon ? C'est une bonne objection. C'est un bon argument, non ? Alors, oui, effectivement. Tout dépend, en fait, la façon dont on conçoit, on en revient à la discussion qu'on avait au départ, la façon dont on conçoit le mot de français. C'est-à-dire que le roi étant le père de ses peuples, à partir du moment où il se place à la tête d'un peuple français, il devient lui-même français. Surtout, il s'inscrit en fait dans un héritage qu'il ne reprend pas. Il n'est pas le créateur de la couronne. Il reprend une couronne, il ne fait que porter en quelque sorte une couronne qui ne lui appartient pas. Il y a un auteur, hein, je vais faire un peu le pédant, mais qui s'appelle Ernst Kantorowicz, qui a une théorie, qui est la théorie des deux corps du roi. Et il dit que le roi a un corps mortel et un corps immortel. C'est exactement ce qui fait que quand le roi est mort, vous savez, on a cette fameuse phrase « le roi est mort, vive le roi ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Un roi, un corps mortel est mort, mais le corps immortel du roi, donc la tête de la monarchie, ne meurt pas. Donc si vous voulez qu'une personne de culture espagnole, et encore une fois, on ne parle pas d'un Birman, d'un Thaïlandais ou d'un Algérien, personne de culture espagnole, éduquée a priori dans quand même le sentiment qu'il y a un héritage à reprendre du côté français, arrive à la tête d'une structure française, de culture française, de tradition française, qui a forgé la France et qui a été forgée par la France. Finalement, est-ce que la question de ce principe de nationalité se pose encore ? Est-ce que c'est pas une mauvaise conception de ce que c'est qu'être français ? Très bien, c'est très intéressant. Si je peux me permettre juste une remarque, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pour ça que, par exemple, pendant la cérémonie, par exemple, du sacre royal, on a, par exemple, le roi pendant le sacre qui va, alors je sais pas si vous connaissez parfaitement, mais que le roi va dormir, va se reposer quelques heures, et je crois qu'on appelle ça, je crois que c'est la mort. En gros, on considère que le roi meurt en tant que simple homme pour se réveiller en tant que roi, justement. C'est probablement aussi par là, pendant la cérémonie,
cérémonie du sacre qu'il s'approprie, on va dire, son côté, son deuxième corps, son aspect immortel, n'est-ce pas? Oui, exactement, exactement. C'est effectivement cette dimension qui fait que oui, c'est exactement. Vous avez raison. Je connaissais pas ce détail du sacre, mais c'est très intéressant. Effectivement, ça corrobore un peu cette idée des deux corps du roi et du fait que le roi, voilà, c'est un peu une personne, une personne à part. D'ailleurs, c'est intéressant. Le cérémonial du sacre, il me semble, est inspiré du sacre des évêques. Et puis même certains enfin, ça confère au roi une place à part. Le roi, par exemple, devient chanoine du Latran, donc de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome, ce qui montre bien. Bon, certes, c'est pas un prêtre, hein, le roi n'a pas les pouvoirs de dire la messe, par exemple, de délier des péchés, etc., mais qui lui donne un rang presque égal à celui du sacerdoce, puisque il peut prétendre à la place de chanoine, donc qui est normalement réservée à des prêtres. Oui, et puis aussi Alors, que le oui. roi aussi, juste simplement, reçoit son pouvoir, entre guillemets, de roi thaumaturge, comme quoi il pouvait guérir la maladie des écrouelles en touchant les gens, en fait, aussi. Exactement, et ça devient d'ailleurs la formule intéressante, c'est le roi te touche, Dieu te guérit. Donc le roi vraiment devient l'intermédiaire direct entre Dieu et le malade. Donc le dispensateur de la puissance divine. Dans ce domaine-là, bien sûr. Je ne veux pas faire du roi un prêtre ou un pape ou quelque chose comme ça. Il y a bien. Mais bon. Et si monsieur l'abbé, vous me le permettez, il y a juste une question, étant donné qu'on est sur la question des deux corps du roi, il y a l'ermite qui demande, sur les deux corps du roi, peut-on pousser l'image jusqu'à penser que la couronne est une image physique de l'auréole spirituelle des saints? Alors, oui. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a des fresques à Ravenne. Donc, vous savez, Ravenne, c'est la dernière ville de l'Italie qui faisait partie de l'Empire byzantin. Et donc, il me semble que là-bas, vous avez des fresques où on voit l'empereur, donc je ne sais plus exactement duquel il s'agit, donc l'empereur byzantin, le dernier descendant, dernier héritier de l'Empire romain d'un point de vue direct, si vous voulez, institutionnel, qui est entouré d'un nimbe. Donc, vous savez, c'est en gros une espèce de voile de lumière qui fait tout le corps. Comme ça qu'on représente notre Seigneur quand il ressuscite ou à l'Ascension. Et donc, il y a cette image d'une sacralité de la personne royale, enfin oui, du souverain en fait. Très bien. Alors, moi, je voulais poser une question, un peu anecdotique peut-être, mais il y a des royalistes qui sont ni légitimistes ni orléanistes. Alors, il y a les Landorfistes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Et puis ensuite, il y a tout un groupe de royalistes qui sont plutôt opportunistes, quoi, en disant on verra bien celui qui s'impose. Et puis, parce que dans l'histoire des rois de France, il y a eu des ruptures de dynasties. Et donc, il est peut-être temps de trouver une nouvelle dynastie avec quelqu'un qui s'impose comme roi. Alors oui, effectivement, il y a les non-dorfistes. Donc ça, en fait, c'est un peu, je ne sais pas si on existe encore beaucoup, hein, mais ce sont des gens qui, en fait, vous savez, le fils de Louis XVI, donc Louis XVII, qui donc devient roi le 21 janvier 1793 quand son père est assassiné, est détenu au Temple, et donc il est mort au Temple, et on aurait cru à une certaine époque qu'il se serait évadé du Temple, et qui se serait réfugié, alors certains disent en Bretagne, d'autres vont dire en Bourgogne, chacun tire un peu la couverture à soi. Et au 19e est réapparu un aventurier qui se faisait appeler le comte de Naundorf et qui disait qu'il était Louis XVII. De fait, il se trouve que Naundorf est mort sans enfant. Donc la question revient au point de départ, ça veut dire que si c'était vrai, la branche descendante de Louis XVII s'étant éteinte, on en revient à Louis XVIII. Et d'autre part, je crois qu'il y a eu des analyses qui ont été faites sur ce qu'on identifie donc à la nécropole royale de Saint-Denis comme le cœur de Louis XVII. Et on a retrouvé assez récemment, dans les 10 dernières années, on a retrouvé les mêmes gènes que ceux de Louis XVI et de Marie-Antoinette en tout cas, on a vu que c'était les mêmes gènes, c'était les gènes d'un Bourbon, quoi. Et qu'il avait aussi des gènes de Habsbourg. Donc a priori, ce serait bien Louis XVII. Alors après, pour répondre à l'autre question, celle que vous me posiez sur les royalistes opportunistes, effectivement, c'est une question très intéressante. Parce que on pourrait se limiter à l'aspect idéologique, on va dire théorique, principiel de la monarchie, voilà, dire le principe d'unité, la loi naturelle, la justice, l'histoire du pays. Finalement, ce qu'il nous faut, c'est une monarchie. Ça fait 250 ans que les Bourbons ne sont plus sur le trône, enfin,
jusqu'à 1830, donc on peut dire 190 ans. 190 ans que les Bourbons ne sont plus sur le trône. Pourquoi s'embêter à reprendre une dynastie qui a perdu puisqu'elle s'est fait chasser du trône? Et moi, je vous répondrai tout simplement par un argument pratique. C'est que, on va dire, toute la garantie d'une monarchie, c'est qu'on n'a pas, comme on peut le voir maintenant avec la démocratie, à se disputer tous les 5 ans, tous les 7 ans, ou même tous les 30 ans dans le cas d'un dictateur, pour savoir qui va remplacer. C'est quelqu'un qui sait qu'il est là, et qui sait que ses enfants seront là. Donc il n'a pas à se préoccuper de son intérêt personnel, puisque de toute façon, de l'intérêt de ses enfants. Donc, si vous voulez, c'est un avantage, ce principe de succession, cette succession héréditaire. Donc à partir du moment où on a des règles qui nous désignent quel est le successeur, que le successeur existe toujours, pourquoi aller s'embêter à prendre quelqu'un d'autre? D'autant plus qu'on risque d'avoir les problèmes, à partir du moment où on va choisir un candidat, d'autres candidats, bon le terme candidat est choisi mal à propos, hein, mais d'autres prétendants plutôt, excusez-moi, à la couronne vont se présenter en disant si lui est prétendant, pourquoi pas moi? À partir du moment où quelqu'un a 2000 ans d'histoire derrière lui, a priori c'est un atout dont tout le monde ne peut pas se prétendre, et en plus je crois aussi au poids de l'héritage. Et donc, je pense qu'avoir 2000 ans de sang Bourbon, être le descendant de Louis XIV, Henri IV et Saint-Louis est un atout. Oui, mais alors j'ai deux objections. La première, c'est que dans l'histoire de France, il y a quand même différentes dynasties, puisqu'il y a eu les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, et donc il y a eu des ruptures de dynasties. Alors oui, bien sûr, mais alors c'est des sujets qui sont assez complexes. Ensuite, il y avait des liens de famille entre les Carolingiens et les Capétiens. Hugues Capet, par exemple, descend de... Comment ? Hugues Capet, c'était pas simplement il était maître du palais, ou je ne sais plus comment... Alors oui, effectivement, déjà, il était maire du palais, et surtout, en fait, un de ses ancêtres avait été roi pendant un moment de vacances de la couronne carolingienne. Et en fait, surtout, il n'y avait plus qu'un seul descendant de la couronne carolingienne, de la branche carolingienne, disons, du côté français, hein, parce qu'il y a une autre branche carolingienne du côté germanique, bon, ça n'a rien à voir, s'appelait Charles de Basse-Lorraine. Et Charles de Basse-Lorraine a prétendu au trône, mais Charles de Basse-Lorraine, en fait, et donc il y a eu un espèce de... On raconte, hein, c'est ce qu'on raconte dans les livres d'histoire, que voilà, il y a eu une élection, tous les grands du palais qui sont rassemblés, et là, on a élu Capet parce qu'en fait, c'était le plus puissant. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il y a vraiment eu un conflit qui a été arbitré en faveur du Capet. Et après, pour la question des Mérovingiens et des Carolingiens, c'est juste que les Mérovingiens se sont éteints un peu naturellement et ont cédé le pouvoir aux Carolingiens qui les ont remplacés parce qu'ils étaient beaucoup plus compétents. Là, c'est la question du coup de Pépin le Bref, Charles Martel, etc., Pépin de Herstal, etc., etc. Donc oui, après, ce que je veux dire, c'est que il est possible, hein, une rupture dynastique est possible. La seule différence, c'est que c'est pas à nous de la souhaiter, c'est pas à nous de l'organiser. C'est-à-dire, c'est que pour l'instant, le principe du combat monarchique, c'est d'avoir un prétendant. Si on défend une monarchie et qu'on n'a pas de prétendant, c'est un peu incohérent. Et le seul, disons, c'est pas le seul prétendant, mais le prétendant le plus cohérent qu'on ait, on peut le faire un peu à la négative, si vous voulez, c'est Louis de Bourbon. C'est aussi ça, en fait, que défendent les légitimistes. Alors, je rebondis sur une autre question, un autre argument qu'on entend souvent, parce que tu as dit tout à l'heure, le fait d'être héritier de 2000 ans d'héritage, enfin d'héritage familial, le fait d'être un Bourbon depuis je ne sais pas combien de temps, etc., ça donne une certaine légitimité et puis une certaine justification pour revendiquer, pour être capable d'assumer le trône. Mais on pourrait dire en sens contraire qu'au bout d'un moment, il y a aussi une certaine déperdition et que peut-être que c'est pas parce qu'on est héritier de son père qu'on est forcément quelqu'un de bien et qu'il peut exister dans la monarchie française. Il a sans doute existé aussi des mauvais rois et c'est pas le fait d'être une famille qui fait qu'on est bien. Bien sûr, bien sûr. Alors après, je donnais cet argument parce que je trouve qu'il y a une distinction qui est très intéressante, hein, qui est faite par Christopher Lasch et qui lui explique, bon, j'essaie de vous la faire rapidement, mais c'est pour expliquer pourquoi j'ai dit ça, qui oppose en fait le
le self-made man contemporain à l'héritier traditionnel. Et en fait, il dit, l'homme qui s'est fait tout seul, c'est quelqu'un qui ne doit rien à personne, puisque tout ce qu'il est, il ne le doit qu'à lui-même. Et donc, une fois qu'il a atteint une place enviée, une fois qu'il est devenu une élite, il peut en profiter à son avantage. À l'inverse, celui qui est héritier sait que s'il a cette place, c'est absolument pas grâce à lui. C'est juste parce qu'il a eu la chance de naître au bon endroit. Et bon, qu'il a eu aussi la chance de le mériter. Hein. Parce qu'on peut perdre un héritage, bien évidemment. Encore plus dans l'Ancien Régime. Et donc, du coup, il sait qu'il ne le doit pas qu'à lui-même. Et donc, il sait que cette grâce qu'il a reçue par son héritage lui implique pour lui un devoir à l'égard des autres. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'insistais sur cet aspect. Après, pour répondre directement à votre question, effectivement, il y a un danger qu'on se retrouve face à un dégénéré au sens propre, hein, quelqu'un qui ne rend pas hommage à ses racines. Dans ce cas, donc, que ça soit physiquement, hein, un fou, par exemple, ou que ça soit même moralement un dépravé, un incompétent, etc. Alors ça a existé dans l'histoire de France, mais ce qu'il faut voir surtout c'est que la beauté de la monarchie, c'est que c'est une institution. Le roi est là pour faire l'unité, il agit à l'intérieur de l'institution, c'est lui qui commande, mais l'institution est assez forte pour persister. Je dis pas qu'elle sera florissante, hein, je dis pas que la France sera aussi belle qu'à l'époque de Louis XIV, mais elle est faite pour persister, même si la personne du roi, son corps mortel, est imparfait. On revient sur cette idée de la distinction entre les deux corps du roi. Justement, pour continuer sur cette question des différents courants monarchistes, il y a un argument qu'on entend souvent, qui est que, vu l'époque moderne, vu la situation actuelle, etc., il faudrait être plutôt pour une monarchie constitutionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une monarchie constitutionnelle, et est-ce que c'est compatible avec les lois avec l'héritage du monarchisme en France? Alors, une monarchie constitutionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le principe de ce qu'on a au Royaume-Uni, hein, qu'on a en fait partout dans toutes les monarchies du monde, sauf, je crois, au Maroc et à Brunei, qui est un petit sultanat des îles indonésiennes. Une monarchie constitutionnelle, c'est une monarchie qui est tempérée par où en fait le roi n'a qu'une partie des pouvoirs et le reste des pouvoirs appartient au peuple et donc à une chambre élue. Donc c'est la Chambre des communes en Angleterre, hein, qui en gros exerce l'autre partie du pouvoir. Généralement, on distingue en disant que le roi a un pouvoir honorifique ou le pouvoir exécutif et la Chambre a le pouvoir législatif. Pourquoi est-ce que ça c'est incompatible avec alors déjà incompatible avec les lois traditionnelles parce que c'est reconnaître en fait que le pouvoir vient de l'homme, enfin oui, le pouvoir vient du peuple et donc c'est incohérent avec la notion de transcendance qui est inhérente à la monarchie. Ensuite, c'est réduire le roi à un rôle honorifique qui n'est pas du tout en fait la réalité de l'autorité royale. C'est que une autorité sacrée, donc qui bénéficie de l'onction divine, hein, doit s'exercer de façon active. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle donne des ordres, il faut qu'elle émette les lois, il faut qu'elle soit à l'origine, si vous voulez, du pouvoir. Donc c'est un peu le problème un peu de ce principe de la monarchie constitutionnelle. Et surtout, on en revient encore avec l'idée que voilà, c'est vouloir dire, enfin c'est dire un peu, de toute façon la révolution, c'est reconnaître que la révolution a gagné, en disant de toute façon ils ont gagné, donc on est obligé d'accepter une partie de leur héritage, c'est-à-dire le principe de la Constitution, le principe d'une part du pouvoir qui va au peuple. Bien, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour un peu de ces questions. Monsieur, j'en ai une dernière, mais Monsieur Ferland, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées par les auditeurs? Oui, on peut relever certaines questions. Il y avait une question qui avait été posée par Théo 11, mais bon, on va dire que la question ne demandera pas une longue réponse, mais la question est à quel point peut-on donner du pouvoir au roi, finalement? Pardon, excusez-moi, j'ai pas compris. À quel point est-ce qu'on peut donner du pouvoir au roi, jusque dans quelle limite? Bah, en fait, dans les limites, c'est-à-dire que le roi, à partir du moment où il reconnaît qu'il tient son pouvoir, enfin que c'est un souverain légitime, parce qu'il est catholique et parce qu'il respecte la loi naturelle, en fait, on peut lui donner du pouvoir jusqu'à ce qu'il ne sorte pas de la loi naturelle et des lois du catholicisme.
Pour faire simple, hein, parce qu'après vous avez aussi les coutumes du royaume. Enfin, voilà, vous avez tout un ensemble de lois. Mais disons que le roi est tenu par le cadre dans lequel il agit. Et enfin, si vous voulez, c'est un peu implicite. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à la question. Après, voilà, il y a plein d'exemples assez précis qu'on pourrait donner là-dessus. Et justement, dans le cadre de la monarchie française, est-ce qu'il y a des pouvoirs ou des contre-pouvoirs qui permettent de gérer un cas où le roi devient fou, où il fait n'importe quoi, etc. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le conseil de régence. Il y a le rôle de la famille du roi, que ça soit sa mère, puisque a priori son père est mort quand il devient roi, ses frères et sœurs, ses oncles, surtout ses oncles en fait, qui auraient été successibles si leurs frères n'avaient pas eu d'enfants en fait, et qui du coup ont ce rôle de mentor puisqu'ils ont connu le rôle du père, ils ont reçu aussi une éducation royale et peuvent servir en fait de rouage dans la chaîne de transmission d'un roi à l'autre. Donc il y a déjà cet aspect. Et puis après, vous avez aussi les autres institutions, par exemple le Parlement. Le Parlement qui a un rôle uniquement d'enregistrement des lois. C'est pas une assemblée nationale. Il édicte pas les lois, il les enregistre. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a un rôle important? Parce qu'il est chargé de vérifier que les lois qu'on propose sont cohérentes avec les principes qui sont au fondement du régime. Après, vous avez aussi, par exemple, ce qu'on appelle les différents corps constitués. La noblesse, l'Église aussi, bien sûr, et le tiers-État. Vous avez aussi les parlements de province qui vient faire des... Vous savez, dans l'Ancien Régime, il y a ce qu'on appelle les remontrances. C'est un mot qui désigne une action particulière. Donc le mot, on voit ce que ça veut dire. Une remontrance, c'est un reproche. Mais là, c'est un acte solennel par lequel le Parlement vient reprocher au roi d'avoir agi de façon, on pourrait dire, contraire aux lois fondamentales, parce qu'il n'y a pas de constitution. Pour vous donner un exemple, il y a une remontrance. Comment? C'est la révolution qui a permis ça, parce qu'avant, le roi était c'est lui qui décidait tout et il écoutait tout, non? Non, mais pour vous donner un exemple de ces remontrances, le Parlement sous Louis XIV fait une remontrance à Louis XIV. Pourquoi? Parce que pendant la guerre de Hollande, donc à partir de 1672, Louis XIV se promène sur le front de ses troupes, en chapeau, en habit de cour, mais quand je dis sur le front, vraiment en première ligne, dans les tranchées. Et donc, il y a des balles qui sifflent autour de lui, des boulets qui sifflent autour de lui, et le Parlement apprend ça, et dit à Louis XIV, voilà, sire, on se permet de vous dire que c'est pas prudent de faire ça, c'est pas de votre devoir royal, parce que si vous mourrez alors que le pays est en guerre, votre fils n'a que, je sais pas, 2-3 ans, il pourra pas vous succéder, et donc vous allez laisser le pays dans une situation de détresse politique. Si vous voulez, c'est un peu ça, hein, ce genre de remontrance. En soi, c'est totalement justifié de la part du Parlement, il vient rappeler le roi à ses devoirs, même si c'est l'attitude de Louis XIV, évidemment, est panache. Et en fait, il est plus royaliste que le roi, en quelque sorte, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est très sain, évidemment, qu'il y ait ce rôle de conseiller. Mais j'insiste, vous avez raison, monsieur Abbé, ce n'est qu'un rôle de conseiller. C'est pas un rôle. Il n'y a pas de partage des pouvoirs, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il n'y a pas cette notion libérale d'équilibre des pouvoirs où quand vous avez un pouvoir, du coup, on va susciter un pouvoir contraire pour faire que leur action opposée s'annule, si vous voulez. Et si je puis me permettre simplement de rajouter peut-être juste une qui n'est pas vraiment une question, mais peut-être après ce propos-là est à nuancer parce que je pense que la forme a évolué aussi, par exemple à l'époque de François Ier où à l'époque on n'était pas encore dans un cadre de monarchie absolue comme celui Louis XIV, mais plutôt à une époque de ce qu'on appelle de monarchie représentative où là effectivement le Parlement pouvait faire des remontrances qui étaient un petit peu qui avaient un poids un peu plus conséquent qu'à l'époque de Louis XIV peut-être. Bien sûr, mais après, bon, c'est toute la beauté un peu de cette comment dire, cette cité de l'Ancien Régime, de la monarchie d'Ancien Régime. Hein, c'est disons son adaptabilité. C'est pour ça que qui dépend un peu de la personnalité des rois, qui dépend de la situation politique extérieure, qui dépend aussi de la situation politique intérieure, hein, des menaces auxquelles il faut faire face. Donc oui, bien sûr, évidemment. J'aurais moi une question supplémentaire donc qui a été posée. Donc là la question est un peu longue et peut-être un peu pointue, donc il va falloir vous concentrer parce que là la question est assez longue. Le roi doit être sacré parce qu'il est choisi par notre Seigneur, comme le fut Clovis. Dites-vous donc qu'un homme peut être roi sans être choisi par Dieu, mais par le peuple qui renie un acte royal. N'est-ce donc pas vous donner une autorité que vous ne possédez pas, à l'instar des modernes qui décident de ce qui est une loi de Dieu et de ce qui ne l'est plus? J'ai envie de répondre certes, mais alors, premièrement,
je sais pas si Clovis a été choisi par Dieu. Je crois pas, parce que Clovis, en fait, était déjà roi quand il a été sacré par Saint-Rémy. Saint-Rémy n'est pas allé chercher un obscur guerrier franc qui aurait été choisi, enfin tiré de nulle part en fait. Clovis était déjà roi, était roi des Francs, en train de faire l'unité d'une partie de ce qui est la France aujourd'hui. Hein. Vous vous rappelez, il a battu les Vandales, il a battu les Burgondes, il a battu Syagrius. Donc voilà, il a quand même un royaume qui est assez conséquent. Clovis, il descend d'une dynastie assez connue hein, chez les Francs. Vous savez, chez les Francs, on dit que ce qui fait le pouvoir royal, enfin l'autorité royale, c'est le Mount, la puissance qui était dans les cheveux. C'est pour ça que les Francs portaient les cheveux. Et Clovis est réputé pour sa puissance. C'est un excellent guerrier. Donc, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, il n'y a pas une apparition de Dieu avant le baptême qui va décider qui est sacre. C'est que le baptême et le sacre, en quelque sorte, ont lieu en même temps. Et que c'est pendant le sacre que réalise Saint-Rémy qu'apparaît la Sainte Ampoule, avec donc la fameuse apparition du Saint-Esprit avec la Sainte Ampoule. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a un choix de Dieu. Alors après, oui, ce qui est intéressant, c'est cette question, elle amène à parler d'un autre courant, je ne sais pas, monsieur Abbé, si vous aviez prévu d'en parler, mais c'est celui des providentialistes. Oui, excellente, oui, tout à fait raison. Donc voilà, en fait, les providentialistes, qu'est-ce que c'est ? C'est, si vous voulez, il y en a un des plus connus, hein, c'est le marquis de la Franquerie qui s'est fait, qui aurait eu des apparitions, voilà, qui a écrit beaucoup de choses là-dessus. Il semble que c'est dans les années 30 ou les années 50, je suis plus très sûr. Voilà, en tout cas, c'est peu de temps avant ou peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, et qui parle du retour du grand monarque. Donc voilà, quelqu'un un peu sorti de nulle part, choisi par Dieu, qui va arriver sur son cheval blanc et qui sera béni de Dieu et qui, grâce à cette bénédiction, grâce à cette élection divine, réussira à rameuter à sa cause le vrai peuple de France et donc à renverser les institutions révolutionnaires. Pourquoi pas ? Mais la seule question là-dedans, c'est que le seul problème là-dedans, à mon sens, hein, alors on est peut-être presque plus dans un problème théologique que vraiment politique, c'est que est-ce qu'on peut demander à Dieu d'agir à notre place ? Il semble que c'est pas du tout ce que ces voix disent à Sainte Jeanne d'Arc, enfin ce que Sainte Jeanne d'Arc dit à ces hommes quand elle dit les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Il faut d'abord qu'il y ait une bataille avant qu'on puisse avoir la victoire. Donc c'est que plutôt qu'attendre un hypothétique grand monarque, sauveur politique dont on ne sait pas quand il va venir et qu'on peut rien faire, on peut rien faire pour le faire arriver. Voilà, moi je préfère le combat de quelque chose qui est déjà tracé, peut-être difficile à mettre en place, mais au moins il y a une cause, voilà, que je peux faire avancer dans la mesure de mes modestes moyens. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je pense que c'est intéressant, effectivement. Oui, je pense que c'est une réponse intéressante. Ensuite, la question de la providence, c'est une question théologique, effectivement. Le bon Dieu choisit les bons, mais parfois il laisse aussi les méchants agir. Même le Christ a choisi parmi ses 12 apôtres, il a choisi Judas. Donc, parfois le bon Dieu permet qu'il y ait des mauvais et des méchants qui agissent dans l'histoire pour un plus grand bien, etc. Enfin, ça, c'est une question théologique. Moi j'aimerais, avant qu'on passe au point suivant, si tu peux nous éclairer sur cette question, j'aimerais que tu essayes de faire un peu un résumé ou donner quelques éléments pour comprendre la pensée de Charles Maurras. Parce que Maurras est présenté comme véritablement le penseur du royalisme en France, etc. C'est quoi le maurassisme ? Alors en fait, le maurassisme, alors c'est assez compliqué à résumer quand même. Là, c'est un peu une question piège que vous me posez, monsieur Abbé, parce que c'est quand même un penseur qui a beaucoup écrit et surtout très complexe. Donc, je voudrais pas, manquer de fidélité à sa pensée, trahir sa pensée en faisant un résumé rapide. Mais bon, si vous voulez, en essayant de résumer, en gros, la théorie de Maurras, c'est de dire lui, son principe moteur, on va dire, c'est l'empirisme organisateur.
Qu'est-ce que ça veut dire l'empirisme organisateur? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se dit pratique, voilà, qui considère, voilà, il y a des faits, regardons les faits, regardons ce qui s'est passé dans l'histoire de France. Dans l'histoire de France, on a vu que tant qu'il y avait la monarchie, c'était bien. Quand il n'y a plus eu la monarchie, c'est devenu la catastrophe. Donc, revenons à la monarchie. On pourrait dire, voilà, rien de, comment dire, d'extraordinaire dans cette pensée, très bien, voilà, quel est le problème? Sauf qu'en fait, si vous voulez, on peut faire le même parallèle avec la conception que Maurras a de la place de la religion. Maurras, lui, pense que le catholicisme, c'est très bien. Parce que le catholicisme, c'est l'ordre, c'est la hiérarchie ecclésiastique, c'est la morale, c'est le culte des ancêtres, c'est le devoir de l'obéissance aux autorités politiques et aux parents. Donc lui, il est pour le catholicisme. Par contre, il est contre, donc pour son utilité, si vous voulez, empirique et organisatrice, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, il est contre le christianisme. Parce qu'il dit que le christianisme, c'est l'individu, c'est la mystique, c'est les prophètes, c'est un élément d'irrationnel, si vous voulez, et que lui attribue à l'origine juive, sémite, du message chrétien. Donc voilà, si vous voulez, il y a un peu ce défaut, là où un légitimiste, il va défendre la monarchie, certes, pour son héritage historique, mais aussi pour des principes comme la loi naturelle. Lui, Maurras voit pas ça. Il dit juste, ça a marché en France, le reste, on s'en fiche, ce qui compte, c'est la France. Donc, très bien, gardons ce qui a marché pour la France. Voilà, c'est un peu ça, très rapidement. C'est un peu la façon dont je pourrais résumer la pensée de Maurras. Ça vous convient, monsieur Labbé? Oui, c'est vrai que c'est une question complexe, peut-être un peu difficile de rentrer là-dedans, de développer tous les aspects. Ouais, sur l'aspect religieux, effectivement, Maurras, parce qu'il est athée, il dit qu'il n'a pas la foi, même si à la fin de sa vie, il se serait converti. Mais effectivement, il a une vision du naturel et du surnaturel qui est un peu ambigu, quoi. Oui, exactement. Après, on dit en plus que Maurras a été l'élève de Auguste Comte. Donc bon, là, c'est peut-être un peu, bon, pas forcément, c'est un peu pointu, quoi, mais Auguste Comte qui, lui, était ce qu'on appelle un positiviste, qui disait qu'on allait sortir de l'âge de la religion, sortir de l'âge de la métaphysique pour arriver au culte de la science. Et si vous voulez, c'est un peu intéressant, parce qu'Auguste Comte est même allé jusqu'à créer une église positiviste qui imitait les rites de l'église catholique avec, bon, voilà, les chapes, les soutanes, des églises, de l'encens, bon, qui n'existe plus, qui n'a plus d'adeptes, à part une église au Brésil, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont comme ça. Donc lui, c'était vraiment le culte de la science, et Maurras s'est inspiré avec sa doctrine de l'empirisme organisateur de ce Auguste Comte. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un élément, il en reste en fait au niveau trop pratique, si vous voulez. Il ne voit pas au-delà de cette question pratique, de cette question matérielle. Je propose qu'on passe au troisième thème, parce que là, ce troisième thème, parce que je pense que c'est une question un peu d'actualité, c'est la question de Bonaparte et du bonapartisme. Il y a beaucoup d'amoureux de la France, de patriotes français qui voient en Bonaparte non seulement un élément historique fondamental, mais aussi un homme providentiel, justement, on parlait de providentialisme tout à l'heure, qui a apporté beaucoup à la France et qui serait une espèce d'alternative ou un modèle, en tout cas, à imiter, peut-être à rechercher comme solution à la situation politique actuelle dramatique dans laquelle on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire historiquement du rôle de Bonaparte par rapport à la Révolution, par rapport à la monarchie? Alors déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que Bonaparte, pour le coup, alors ça dépend de quoi on parle, mais on peut prendre déjà son héritage politique. Première chose, c'est que Bonaparte a laissé la France plus petite qu'il ne l'avait trouvée quand il est arrivé. Et là, c'est une première chose. Il a perdu à peu près 300 000 hommes en Russie pour un objectif militaire assez douteux. Voilà, c'est un peu les deux éléments déjà qui permettent un peu de relativiser, on va dire, la légende de Bonaparte.
y a beaucoup de gens qui disent c'est le moment de l'Empire, etc. C'est la gloire de la France, c'est le moment où la France est la plus glorieuse, la plus conquérante dans l'histoire de l'Europe. Alors oui, bien sûr. Après, la question est de savoir, c'est aussi le moment où on vend la Louisiane, c'est plein de choses, hein. Alors déjà, la première chose, c'est de savoir pourquoi est-ce que Napoléon a réussi à avoir cette puissance. Alors, on a dit beaucoup de choses, hein. Il y a certes, évidemment, son génie militaire. Il faut se rappeler quand même que Napoléon a été formé dans une école militaire d'Ancien Régime, l'école des officiers de Brienne, hein, créée par, il me semble que c'est Louis XV, pardon. Donc voilà, il est héritier d'une tradition militaire qui est celle de l'Ancien Régime. Ensuite, deuxièmement, on a dit qu'aussi c'était l'abondance démographique en France qui avait permis cette victoire. Abondance démographique permise par quoi? Permise par la prospérité et la paix apportée par la monarchie. Troisième élément, on a dit que c'était son artillerie qui était largement supérieure. Canon de Gribeauval étant un ingénieur de Louis XVI. Donc il y a déjà ce premier élément. Après, bon, c'est des aspects de querelle historique. Et on pourrait en parler des heures et je vous dis pas forcément que je serais voilà, on pourrait toujours critiquer un peu ces arguments que je vous donne. Mais la principale critique, et je pense que c'est ça, c'est là où vous voulez en venir, monsieur Labbé, c'est que Napoléon a continué la révolution. Quand il fait le coup d'état du 18 Brumaire, en 2, il dit je ne suis pas venu pour lutter contre la révolution, je suis venu pour inscrire ces principes dans le marbre. Et en fait, c'est ça que veut faire Napoléon. Napoléon, c'est un révolutionnaire, mais si vous voulez, c'est un révolutionnaire d'avant-hier. Donc lui, il a vu la révolution de façon assez enthousiaste, enfin de façon plutôt favorable, hein. Et puis, au fur et à mesure qu'avance la révolution, il voit que la révolution, les idées révolutionnaires et les institutions révolutionnaires s'enlisent dans l'espèce de combine obscure. Donc, vous savez, avec le Directoire, le Triumvirat, donc avec Cambacérès, Lebrun et Bonaparte. Vous avez plein de petites. En fait, ça n'avance pas. La guerre est enlisée. Les armées, même républicaines, à un certain moment, vont reculer sur les frontières du Nord. Et donc, c'est pour ça qu'il prend le pouvoir, en fait, pour réussir à apporter, à renforcer ces idées dont il se veut le porte-parole. Il y a un aspect qui est très intéressant, c'est de voir le Code civil. Le Code civil, donc, qui légalise le divorce, hein, donc qui avait déjà été légalisé, bien sûr, pendant la Révolution française, mais disons que Napoléon, lui, va autoriser le divorce et va renforcer, va inscrire de façon définitive cette autorisation du divorce. Va être étendu à tout le reste de l'Europe. Et c'est comme ça que le divorce, premier élément de la destruction de la cellule familiale, va être étendu à toute l'Europe. C'est grâce aux armées de Napoléon. Napoléon ne se contente pas de conquérir pour agrandir le territoire de la France. Quand il conquiert, il y a une transformation sociale, une transformation politique des institutions qu'il trouve dans un sens révolutionnaire. Alors justement, en quel sens on peut dire que Napoléon est un révolutionnaire parce qu'il y a quand même le code civil, il y a quand même un certain nombre de choses dont on est les héritiers aujourd'hui. Mais en quel sens on peut dire que Napoléon a institutionnalisé ou gravé dans le marbre, comme il disait lui-même, les principes de la Révolution? Alors déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que il a institutionnalisé dans le marbre le principe de la Révolution en supprimant par exemple le droit d'aînesse, qui enlève la possibilité d'une aristocratie et donc qui détruit un des fondements sociaux de la France traditionnelle. Après, surtout, c'est dans sa politique religieuse, en fait, qu'il a été véritablement révolutionnaire. Parce que il va donner... En fait, on parle du concordat, vous savez, c'est le concordat, c'est l'accord que Napoléon noue avec le pape pour redonner une place officielle, si vous voulez, à la religion catholique. Ce qui va faire que les prêtres seront payés par l'État. Enfin, les prêtres, les évêques, etc. seront payés par l'État. Le problème, là-dedans, c'est que il va donner cette même autorisation aux protestants et aux juifs. Qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est la reconnaissance officielle du pluralisme religieux. Dans l'Ancien Régime, vous aviez des protestants, vous aviez des juifs. Quand les protestants et les juifs auxquels Napoléon donne l'autorisation d'exister en quelque sorte, ils apparaissent pas à partir de nulle part. Ils existaient déjà dans la France d'Ancien Régime. La seule différence, c'est que ils n'avaient pas d'existence officielle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas reconnus comme un culte juridique. On les tolérait parce qu'on n'avait pas le choix et parce qu'on n'allait pas les massacrer, tout simplement. Lui, ce qu'il va faire, Napoléon, c'est différent. Il va introduire la liberté de penser, la liberté d'opinion, comme un principe sur lequel se fonde l'État.
Ensuite, il y a une autre chose, c'est que Napoléon, à la différence du roi, le roi tient sa couronne au nom de principes. Quand il ne respecte plus ses principes, le risque c'est soit qu'il perde sa couronne, soit surtout que les choses qu'il édicte n'aient plus le poids de l'autorité royale. Si vous voulez, c'est un peu comme le pape. Le pape, il a une autorité religieuse, mais si, par exemple, il se mettait à faire de la publicité pour une marque de céréales en disant, voilà, cette marque de céréales est extraordinaire, ce qu'il dirait n'aurait absolument plus le poids de l'autorité papale, parce que là, il parle plus en tant que pape. Si vous voyez un peu ma comparaison. Et bien là, lui, Napoléon, la différence, c'est qu'il va dire, je suis la seule source des lois. Et c'est toute la différence qu'il y a entre la loi naturelle et la loi positive. La loi naturelle, c'est une loi qui s'inspire de la nature humaine et qui se fait sur le modèle de la nature humaine. La loi positive, c'est une loi qui, en gros, considère que comme il n'y a pas de nature, il n'y a rien qui oblige l'homme à faire telle ou telle chose. Donc en fait, on peut décider ce qu'on a envie de décider. Et à partir du moment où on en fait une loi, ça devient la loi à laquelle tout le monde a envie d'obéir. Et Napoléon, c'est un des premiers à faire ça. Alors évidemment, dans la lignée de la Révolution française. Mais dans le Code civil, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment Napoléon qui veut organiser de façon positive la société de façon telle ou telle. Donc voilà, c'est un peu les quelques éléments qu'on peut donner qui expliquent pourquoi Napoléon est un révolutionnaire. Et pourquoi est-ce que le modèle bonapartiste reste un peu... Bon, certes, voilà, il y a toujours cet aspect, évidemment, de la grandeur de la France. C'est vrai que c'est comment dire, c'est quelque chose qu'on peut admirer. Après, voilà, faut voir aussi quelle a été la pérennité de cette grandeur, ce qu'il en est resté, et surtout que Napoléon s'inscrit dans un héritage historique dont il n'a pas tout créé, il n'est pas réussi en arrivant au pouvoir tout d'un coup à redonner une nouvelle dimension à la France. Très bien. Et alors, on peut demander à M. Fernand s'il y a des questions, parce qu'il y a peut-être des bonapartistes qui sont qui sont pas d'accord, qui ont des objections. Mais éventuellement, avant, moi, j'ai une question sur la question du rapport entre Bonaparte et l'islam, parce que j'ai lu des choses assez hallucinantes où Napoléon parle en faveur de l'islam comme une super religion, etc. Alors, exactement, il y a une citation de Napoléon qui est très intéressante, où en fait, je crois qu'à un moment, ces généraux qui étaient des généraux républicains, donc plutôt hostiles au catholicisme, lui reprochent d'avoir fait le Concordat, lui reprochent de s'être fait sacrer par le pape, enfin pas sacré par le pape, mais sacré en présence du pape. Donc lui reproche tout ça, et lui dit, écoutez, moi je me suis fait catholique pour calmer la Vendée, mais comme je me suis fait musulman quand il s'était lors de l'expédition d'Égypte, et comme je me serais fait juif s'il s'agissait de reconstruire le temple de Jérusalem. Et d'ailleurs, vous avez quelque chose de très intéressant. Au moment où Napoléon met le siège devant Saint-Jean d'Acre, il envoie donc pendant la campagne d'Égypte, justement, il va envoyer un message aux communautés juives de Jérusalem, je crois, et il va leur dire, voilà, si vous me suivez, je m'engage à reconstruire le temple de Jérusalem. Il se présente en fait pour eux comme le nouveau Salomon. Donc il y a une utilisation politique de la religion de la part de Napoléon, qui fait que, bon, on en a fait un catholique, mais il aurait tout à fait été prêt à mettre en place l'islam. Alors après, oui, j'ai vu en plus qu'effectivement, il avait une certaine fascination pour l'islam. On a tous entendu parler de sa garde de Mamelouk, et pour le modèle politique que ça, disons que ça mettait en place. Mais bon, malheureusement, je ne sais pas si je pourrais en dire plus là-dessus. Non, mais très bien, c'est très intéressant. Monsieur Fernand, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors du coup, on a le royaliste occident qui demande, le royalisme est-il compatible avec le bonapartisme? Alors en fait, oui, c'est une distinction qu'on aurait pu faire plutôt, ça dépend de ce qu'on appelle royalisme. C'est-à-dire que vous avez la différence entre royalisme et monarchisme. Le monarchiste, c'est celui qui va dire, voilà, il faut que ce soit une seule personne qui soit au pouvoir. Si vous voulez, un franquiste, il est monarchiste, mais un légitimiste, il est aussi monarchiste. Un royaliste, pour le coup, il va dire, ah non, oui, une seule personne au pouvoir, très bien, mais il faut que ce soit dans une institution particulière qui soit la royauté. Parce que, certes, une personne unique au pouvoir, c'est un gage de beaucoup d'avantages, mais quand c'est une royauté, c'est encore plus stable, et surtout, ça permet de pérenniser cet avantage de la personne unique au pouvoir. Le bonapartiste, il est monarchiste avec une dose de révolutionnaire, si vous voulez. Le royaliste, pour le coup, il considère que
Bah, a priori, il est anti-révolutionnaire, il est contre-révolutionnaire. Après, ça dépend en quel sens vous entendez bonapartiste. Donc là, on pourrait préciser peut-être la question. Je pense peut-être que la question c'est est-ce que si Bonaparte était arrivé au pouvoir et qu'il avait créé une dynastie derrière lui, un royaliste aurait pu le suivre? Je sais pas. Peut-être, je sais pas, c'est Ouais. la question de l'auditeur. Est-ce que peut-être le royaliste, tu peux préciser ta question dans le salon? Mais c'est ça, c'est une bonne question. Est-ce que Bonaparte il aurait pu créer une dynastie nouvelle Bon, alors après, du coup, enfin, on peut y répondre de façon tout à fait historique. Hein, c'est que de fait, le modèle politique et Du coup, c'est militaire ça la qui était le question. sien. Oui, c'était ça la question? Ouais. Bah, le modèle politique et militaire qui était le sien ne lui a pas permis. Donc, bon, après, on peut toujours faire des conjectures, mais après, voilà, au-delà de la question de la politique qui fait que, vous savez un peu la différence dont je vous ai parlé entre l'homme qui se fait tout seul et l'homme qui est un héritier. Bonaparte, justement, il avait ce mythe de l'homme qui se faisait tout seul. Il insistait sur sa pauvreté, il insistait sur le fait qu'il avait été boursier à l'école militaire de Brienne, et une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a tout sacrifié un peu à sa grandeur. C'était assez indifférent à la grandeur de la France. Ce qu'on voit, hein, le rêve d'aller en Russie et les 300 000 hommes qui ont été massacrés pour la Russie, pour un rêve de conquête personnelle, pour une animosité envers la personne du tsar. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas royaliste en fait là-dedans. Après, ça renvoie à la question générale en fait qu'on a un peu déjà posée tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle dynastie qui viendrait à partir de rien, ou en gros quelqu'un qui arriverait à prendre le pouvoir comme Bonaparte en raison de son génie, de son habileté politique, de son charisme aussi bien sûr, hein, que je serais le dernier à nier. Est-ce qu'on pourrait attendre de lui qu'il forme une dynastie? Pour répondre à ça, ça pourrait être un débat interminable. Hein. J'ai deux exemples. Premier exemple, c'est un bouquin de Jean Dutour. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur académicien, il me semble, de l'Académie française, des années 60, 70, même 80, qui était catho, qui intervenait beaucoup sur Radio Courtoisie. Il est connu parce qu'il a écrit Au bombeur, voilà. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Feldmarschall von Bonaparte. Il imagine en fait que la Corse n'ait pas été vendue à Louis XV, mais soit restée génoise, et du coup soit passée sous domination autrichienne. Qu'est-ce qui serait passé au moment des guerres de la Révolution, au moment où les Habsbourg ont attaqué la France révolutionnaire? Bonaparte serait donc devenu, en connaissant le même processus un peu d'ascension sociale qu'il a connu dans la France de Louis XVI, hein, il serait devenu général dans l'armée autrichienne. Et donc il imagine tout un scénario en fait où Bonaparte aurait fait montre de ses capacités militaires, mais aurait été tenu dans un cadre qui aurait fait qu'il aurait connu une immense gloire, qu'il aurait créé une dynastie, si vous voulez, de la haute aristocratie autrichienne, de l'Empire d'Autriche-Hongrie, sans pour autant avoir un peu cette trajectoire qu'on lui connaît, qui est un peu celle d'Icare, qui s'est approché trop proche du soleil, ses ailes ont brûlé et qui est tombé dans la mer et qui n'a rien laissé derrière lui. L'autre chose dont on pourrait parler, c'est pendant la Glorieuse Révolution en Angleterre. Vous savez, il y a eu Charles Ier qui a été assassiné, décapité, au milieu du XVIIe siècle, et il était remplacé par une république anglaise de protestants puritains. On les appelait les têtes rondes parce que en fait, ils refusaient toute fioriture dans leur habillement et pensaient que c'était péché. Et donc, ils faisaient une coupe au bol. Donc, d'où ce nom de tête ronde. Et donc, il était dirigé par un certain Olivier Cromwell, qui avait comme aide de camp un général qui s'appelle le général Monk. Et Olivier Cromwell meurt, et là, Monk, du coup, arrive et reprend le pouvoir. Et lui, c'est un protestant convaincu, c'est un puritain, il a fait cette révolution parce qu'il y croyait. Lui se rend compte, en fait, que pour l'avenir du pays, il faut remettre le roi à la place. Et donc, il fait appel au fils de Charles Ier, Charles II, et il prépare son retour, et il va l'aider militairement à lutter contre les derniers puritains. Donc, vous voyez, c'est un peu pour reprendre un peu cette possibilité d'un scénario, hein, il est tout à fait imaginable que qu'un grand chef militaire, quelqu'un de très charismatique, encore une fois, arrive à prendre le pouvoir. Mais bon, plutôt qu'imaginer que créer une autre dynastie, ce qui est tout à fait, pas douteux, mais ce qui est difficile à réaliser, on peut très bien aussi imaginer qu'il ait l'intelligence de confier le pouvoir. Mais bon, on est dans le roman historique.
Alors, j'ai peut-être une autre question. Empire et royaume sont déjà des idées opposées, donc est-ce vraiment utile de les comparer? Et au final, à ce titre, le bonapartisme est quasiment du fascisme, non? Euh, En fait, empire et royaume sont des idées opposées. Alors, je pense que dans le cas de Napoléon, le terme d'empire, c'est surtout pour, vous savez, l'imperium romain, c'est l'imperium sine fine. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite en fait à l'imperium. Donc, l'idée d'empire, c'est pas le royaume qui est délimité par des frontières. C'est un pouvoir qui peut s'étendre de façon illimitée, hein. C'est pour ce qui explique aussi d'ailleurs les conquêtes de Napoléon. Et après, du fascisme, je pense pas, parce qu'il n'y a pas chez Napoléon une volonté de créer un homme nouveau comme on trouve dans le fascisme. Il n'y a pas non plus tout cet aspect de la surpuissance de l'État. On peut dire qu'il y a une omniprésence de l'État, mais qu'elle est plus liée à l'appareil militaire et aux nécessités de la guerre menée par Napoléon qu'à une idéologie précise d'organisation de l'État. Napoléon, par exemple, il va pas du tout remettre en place les corporations. Pour vous donner un exemple qui est un peu important dans le fascisme. Mais bon, et puis il n'y a pas aussi le côté salvateur de la guerre. Napoléon, il n'y a pas de doctrine de la guerre comme on peut trouver chez les futuristes, chez Marinetti, chez les fascistes italiens. Après, oui, sans doute Napoléon a été dans ce côté homme nouveau qui crée un État nouveau. En réalité, pas si nouveau que ça. Les préfets, par exemple, s'est inspiré des intendants de l'Ancien Régime. La gendarmerie existait déjà sous l'Ancien Régime sous une autre forme. Mais bon, voilà, il y a peut-être, oui, un aspect fasciste qui a été revendiqué par les fascistes, donc cet aspect créer un homme nouveau qui crée un État nouveau, si vous voulez. Ça, c'est possible. Donc, moi, je vous propose de passer à la dernière partie, qui va être plutôt une conclusion, parce qu'il est déjà à 22h30. Voilà, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette idée, justement, de l'opposition de principe entre l'idéal monarchique, l'idéal royaliste et patriote, et puis les principes de la Révolution. Qu'on en vienne un peu à des questions peut-être un peu plus philosophiques, pour essayer de comprendre parce que, pour vous parler de ma vision des choses, moi je suis bien sûr royaliste, mais je pense que mon royalisme, il est d'abord anti-révolutionnaire. Il est d'abord opposé au principe de la révolution. Alors on a mentionné beaucoup d'aspects, on a mentionné l'homme moderne qui est un consommateur, on a mentionné l'idée individualiste de celui qui arrive au pouvoir et qui en fait s'est accompli par lui-même, donc cherche à profiter de ce qu'il a acquis. Donc il y a différents aspects comme ça, et je pense que justement c'est intéressant et c'est important de comprendre la différence entre les principes de la France traditionnelle et les principes de la Révolution. Alors, avant de laisser la parole à Jean Dupellem, j'aimerais bien aussi que ceux qui nous écoutent là n'hésitent pas à écrire un peu ce qu'ils pensent de cette conférence, ou s'ils ont des questions ou des objections, etc., dans le salon des questions, pour un peu peut-être après cette réflexion sur les principes, pour qu'on puisse répondre à d'autres questions et puis voir un peu ce que vous avez pensé de cette conférence. Donc, pour revenir à ma question, pour Jean Dupellem, comment est-ce qu'on pourrait caractériser les principes de la Révolution contre les principes de l'Ancien Régime? Alors, les principes de la Révolution, qu'est-ce que c'est? Enfin, il y a plusieurs... Disons que le premier principe, en fait, on peut dire, c'est celui de tradition contre modernité. Il y a qu'est-ce que c'est les principes de la Révolution? C'est de dire, voilà, jusqu'ici ça n'a pas marché. Avant ils ne savaient pas faire. Il y a des problèmes. On croit qu'il est possible de créer un monde, un paradis terrestre, dans lequel il n'y aura plus aucun problème. Et donc, si tout ce qui avant n'a pas marché, si on trouve quand même encore des difficultés, que ce soit des famines, des gens qui sont des inégalités, voilà, des pauvres, etc., c'est parce que on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, pour régler le problème,
on va tout détruire et repartir sur des bases saines. Sauf que, à partir du moment où vous avez accepté, donc ça c'est la première chose, modernité contre tradition. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est? Comment reconstruire? Voilà, l'aspect de la tradition, c'est on a construit patiemment. On s'est dit, voilà, peu à peu, on avait commencé par faire une chose, et puis petit à petit, la situation a changé. Donc on a adopté un nouveau mode d'agir. On a peut-être fait évoluer telle ou telle loi devant telle ou telle situation, telle ou telle nouveauté. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'opposition, alors que dans la modernité, pardon, ceux qui veulent reconstruire la société vont dire, bon bah voilà, comment est-ce qu'on veut qu'elle soit notre nouvelle société, maintenant qu'on a tout détruit? Bon, article 1, les hommes naissent libres et égaux en droit. Article 2, ma liberté commence là où s'arrête celle d'autrui. Article 3, la souveraineté du peuple réside essentiellement dans la nation, etc., etc. Bon, je suis pas sûr de les faire dans l'ordre. Ça, c'est la deuxième différence. Comment? C'est déjà impressionnant de connaître tout ça par cœur. Oui, je m'en excuse. Et donc, du coup, ça, c'est un peu le deuxième aspect. C'est que d'un côté, vous avez la coutume, de l'autre côté, vous avez un peu la raison, voilà, qui va s'inspirer de la nature, de la loi naturelle. De l'autre côté, vous avez l'idéologie qui réside dans la loi positive. C'est parce que on a eu l'idée au départ que ça, ce serait bien, qu'on va en faire une loi. Et pas du tout parce qu'on s'est inspiré de ce qui se passait autour de nous et des nécessités de notre nature humaine ou de la nature en général. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième aspect. Et après, le troisième aspect, c'est de dire, nous avons été à l'origine de tous ces changements, et surtout, c'est un aspect aussi qu'on trouve dans l'opposition modernité-tradition, surtout, nous-mêmes sommes capables de créer ce que personne d'autre n'a réussi avant nous, et de le créer seul, ce monde parfait que tout le monde a recherché et dont nous avons enfin la clé. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'opposition entre immanence, j'ai en moi-même la condition de ma propre réussite, donc ça, c'est le moderne, et je me suffis à moi-même, et la transcendance, au contraire, de celui qui reconnaît qu'il a besoin de dépendre d'une autorité supérieure pour réussir à, accomplir son devoir, c'est-à-dire vivre en conformité avec sa nature, accomplir son bonheur, tout simplement, obtenir son bonheur. Après, voilà, il y a encore plein de distinctions qu'on pourrait poser, hein. La distinction pouvoir-autorité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'autorité suppose une morale. Les traditionalistes supposent une morale, puisqu'ils supposent une nature humaine. Les modernes ne supposent pas de morale. Donc pour eux, le chef, il a juste un pouvoir, et on lui donne juste beaucoup plus de force qu'aux autres, pour qu'il puisse imposer à tout le monde ce que les gens n'ont pas envie de faire. De payer des impôts, de pas tuer leurs voisins quand il fait du bruit en sortant les poubelles, etc., etc. Voilà. Et après, pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression que, enfin, je me trompe peut-être, monsieur Abbé, vous avez peut-être complété, hein, que c'est un peu ces trois distinctions qui sont un peu fondamentales d'un point de vue, je vous disais, d'un point de vue plus philosophique, dans l'opposition politique entre le régime, la monarchie et la révolution. Non, je pense que tu as tout à fait raison, c'est très bien résumé de cette façon. Moi, il y a un aspect que je pense qui est sans doute complémentaire, enfin qui va exactement dans le même sens, c'est l'apparition de la notion de droit. C'est-à-dire, alors, ça vient de Kant, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais Emmanuel Kant, c'est un philosophe qui est de l'époque de la Révolution, puisqu'on dit qu'il avait un rythme de journée, enfin, ses journées étaient exactement les mêmes tous les jours, il faisait sa promenade à la même heure, sauf le jour où il change de chemin pour aller chercher le journal, le jour où il apprend qu'il y a eu la Révolution en France et il veut être au courant des dernières nouvelles. Donc il est un peu l'un des penseurs de la Révolution, et surtout sur la question du droit. C'est-à-dire que dans l'Ancien Régime, dans une conception traditionnelle de la société, il n'y a de droit que lié à des devoirs. C'est-à-dire qu'il n'y a alors c'est un peu lié sans doute à l'opposition entre pouvoir et responsabilité, mais aujourd'hui on a cette façon de parler d'ailleurs qui est très symbolique, qui est très typique de dire est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et en fait ça c'est vraiment une idéologie moderne, comme si l'individu en fait était le centre de la société, le cœur de la société, et que la société n'était qu'une conséquence des droits de l'individu. Donc l'organisation des droits entre les individus. Alors que dans une société d'Ancien Régime, une société plus traditionnelle, le bien commun
est supérieur au bien de l'individu. Et donc, il n'y a de droit que conféré par la société comme conséquence d'une appartenance, d'un statut social, etc. Et je pense que ça, c'est, on a tous cette tendance, ceux qui nous écoutent vont s'examiner eux-mêmes. Et je pense qu'on a tous cette tendance de dire oui, mais j'ai le droit de faire ça, pourquoi est-ce qu'on veut m'en empêcher? Et cette question du droit, finalement, ramène toujours à l'individu. Et je pense que c'est tout à fait typique justement de l'esprit révolutionnaire qui fait passer donc l'individu avec ses exigences avant la société et le bien commun avec une visée, une finalité et le fait qu'on participe tous ensemble à un bien qui est commun justement. C'est sûr qu'il y a cette dimension, mais après, je pense que si ça fait un peu partie de la distinction en fait entre comment dire, immanence, transcendance, où ça rejoint ce que vous dites. C'est pour développer ce que je voulais dire, c'est quand on le prend immanence, vu que tout est, comment dire, je suis à l'origine de tout et je peux trouver en moi mon propre, enfin comment dire, le moyen de mon bonheur. Et du coup, effectivement, on pense plus qu'à partir de droit, alors que le côté transcendance, c'est un peu l'opposition aussi, qu'on pourrait décliner cette opposition pour rejoindre ce que disait M. Abbé entre individualisme et souci du bien commun. Parce que je ne veux pas parler de communautarisme, mais voilà, en tout cas, souci du politique et du civique. Et cette question de la transcendance, elle est évidente. C'est-à-dire qu'on peut dire que d'une certaine façon, d'ailleurs, à partir du roi, lorsque la société n'a plus de père, finalement, la société se coupe aussi de Dieu. Et toute la société dont nous sommes les victimes aujourd'hui, je ne sais pas comment dire, mais les membres en tout cas aujourd'hui, c'est plutôt comme disent des philosophes, c'est plutôt une dissociété, c'est ce que dit Marcel de Corte, c'est plutôt une dissociété plutôt qu'une société, puisque tous les individus sont, en raison de cette immanence justement, sont réduits tous au même niveau, ils sont tous des individus au même niveau, et il manque le facteur de transcendance et surtout la hiérarchie sociale, l'ordre de la société qui permet de parler de véritable société et à savoir qui vise vers un bien qui soit commun à tous les membres de la société. Exactement, ouais. Est-ce que merci surtout ce qui est intéressant dans la description que tu viens de faire de la société, enfin des principes de la révolution, c'est que finalement quand on entend les gauchistes d'aujourd'hui, c'est exactement ça le problème. C'est exactement ça qui est en jeu. Ah oui, c'est exactement, c'est toute leur revendication, c'est vouloir, c'est cette volonté de détruire la nature, ce refus qu'on retrouve, alors même ce refus de la transcendance hein, qu'on trouve, voilà, il y a eu la destruction de Dieu, maintenant il y a la destruction du Père, il y a la destruction aussi de la culture, de l'enracinement, c'est un peu une volonté voilà, de faire triompher ces principes à tout prix, quoi. Oui, mais jusqu'à la destruction de la nature humaine, avec la théorie du genre, avec les histoires de changement, etc., jusqu'aux choses les plus fondamentales de la nature humaine. En fait, il faut détruire tout ce qui est naturel pour le remplacer par un positivisme, comme tu disais, on se réunit, on décide désormais qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est notre intérêt. Voilà, on se coupe véritablement d'un héritage pour se faire des positivistes qui vont inventer le futur. C'est l'idéologie du progrès, le mythe du progrès. Alors, Monsieur Fernand, est-ce qu'on a des questions supplémentaires? Bah écoutez, les seules questions, on va dire, entre guillemets, sont des questions en fait qu'on aurait pu traiter sur les thèmes d'avant. Donc soit on peut revenir et poser les dernières questions, on va dire, qui restent, qui ont été peut-être un peu passées, ou alors sinon on peut finir sur les dernières questions qu'on a reçues. À vous de voir si. Bah, déjà 22h45, donc je pense qu'on va conclure. Du coup, il y avait une question de l'ermite qui disait cette comparaison immanence/transcendance met vraiment en lumière un aspect luciférien de la modernité, comme je peux me débrouiller sans Dieu. Alors du coup, peut-être que la question est peut-être plus pour vous, Monsieur l'abbé, en l'occurrence. Ah oui, mais c'est clair, c'est l'homme qui se fait Dieu,
à la place de Dieu, ça c'est clair. Alors c'est à long terme, je veux dire, c'est pas parce que c'est pas immédiatement luciférien, mais il y a effectivement au fond toute cette question du péché de Lucifer, qui est le plus beau des anges et qui à un moment choisit de ne rien devoir à Dieu, même tout en étant damné, en devenant le prince des ténèbres et du mal. Mais il préfère être damné et devenir le méchant par lui-même, en s'étant construit lui-même, plutôt que de recevoir le bien que Dieu lui a proposé, lui a donné. Et d'ailleurs, c'est exactement la même mentalité d'Adam au péché, lors du péché originel. C'est-à-dire qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et cet arbre, justement, c'est très intéressant, c'est manger le fruit de l'arbre. Alors, évidemment, le fruit de l'arbre, on ne sait pas si c'est un pommier ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que c'est évidemment plutôt une image, mais en tout cas, cet arbre, il est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui signifie, non pas savoir ce qui est bien et mal, mais ce qui signifie décider par soi-même ce qui est bien et mal. Et donc, finalement, le péché d'Adam, exactement comme le péché de Lucifer, ça consiste au final à refuser de recevoir de Dieu, donc de cette transcendance, ce qui est bien et mal, mais à vouloir par soi-même, donc au sens de l'immanence dont on parlait, être l'auteur du bien et du mal, décider par soi-même ce que je veux être bien ou mal. Alors, on a juste une autre question de Charles XVIII. Peut-on être royaliste et être attaché à une forme de démocratie dans le sens où le peuple a le pouvoir et où est-ce fondamentalement contradictoire? Excusez-moi. Alors là, je vous répondrai en disant qu'en fait, la monarchie traditionnelle, c'est ce qu'on appelle un régime mixte, donc qui unit en fait les trois formes traditionnelles de régime que donne Aristote. Enfin, je dis traditionnel, mais de fait, il n'y a pas d'autre forme de régime. Donc la monarchie à la tête, l'aristocratie pour faire le relais, et la démocratie au niveau local. Donc, par exemple, enfin une démocratie encadrée, bien sûr. Mais par exemple, dans les corporations, dans les communes, voilà. Donc, oui, effectivement, on peut tout à fait être attaché à une forme de démocratie. Alors, après, il faut s'entendre, parce que malheureusement, aujourd'hui, le terme de démocratie a été corrompu par la modernité. Mais oui, effectivement, enfin, on est les légitimistes, d'ailleurs, pour vous donner un exemple, les légitimistes sont les premiers catholiques sociaux. C'est des gens qui sont fermement attachés à la défense, justement, des intérêts du peuple. Parce qu'ils en sont parfois, pas toujours, mais même beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, issus. Quel est d'ailleurs le rôle de la noblesse? C'est une question qu'on m'a posée en privé. Quel est le rôle de la noblesse? Est-ce que finalement le commun du peuple n'a aucune part dans la fondation du royaume de France, ou est-ce que historiquement le peuple a joué un rôle? Alors, en fait, cette question, on pourrait peut-être demander qu'est-ce que c'est que le peuple finalement? Après, on pourrait répondre, comme dit Michel Onfray, ceux sur qui s'exerce le pouvoir. Mais ça, c'est une conception moderne. C'est que ce ne sont pas des gens sur qui s'exerce un pouvoir. Ce sont des gens qui sont tirés vers le haut par le modèle de leur supérieur, par l'autorité d'en haut. Donc ça, c'est la première chose qu'on pourrait dire. Après, en fait, il y a un lien qui est beaucoup plus étroit qu'on ne peut même pas l'imaginer. On peut même pas imaginer l'étroitesse du lien en fait qui existe entre le souverain, les autorités, les élites et les plus petites gens. Pour vous donner juste un exemple, Louis XV est victime d'une tentative d'assassinat d'un certain François d'Amiens, qui est rentré, qui est d'origine assez simple, d'origine assez modeste, et qui est rentré dans le château de Versailles. Il suffisait de louer un chapeau et une épée, non pas pour paraître noble, mais juste parce qu'on s'habille correctement quand on paraît devant son souverain. Il a assisté au lever du roi, ou je crois que c'était à son dîner, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il était là pendant un des actes de la vie quotidienne du roi, et qu'il en a profité pour lui donner un coup de couteau. Donc si vous voulez, c'est un peu c'est un peu cette idée-là. Vous avez par exemple à l'entrée de l'église Saint-Eustache à Paris, une plaque très intéressante où il est parlé de quelqu'un, je me rappelle plus son nom, mais qui naît enfant de l'assistance publique et qui a fini maréchal de France sous Louis XIV. Donc ce qui montre bien qu'il y a une perméabilité des élites. On parle de ceux qui dérogent. Donc il est possible en fait pour l'aristocratie de perdre son rôle
et pour quelqu'un d'autre de prendre sa place. On compte pas le nombre de personnes qui ont été anoblies. Colbert, donc certes, était fils de bourgeois, hein, c'est pas le fils du berger du coin, mais n'était absolument pas d'origine noble. Louvois non plus. Donc voilà, il faut prendre un peu la noblesse comme une classe intermédiaire qui est loin d'être figée, mais qui bénéficie d'un patrimoine, d'une rente, pour lui assurer une indépendance matérielle qui va lui permettre de se livrer exclusivement à la poursuite de l'intérêt public, à la défense de l'intérêt public. Et donc, il bénéficie aussi, encore une fois, hein, de cet avantage que représente l'affiliation, l'héritage génétique, bien sûr, biologique, mais aussi intellectuel et évidemment, surtout, de l'éducation, d'une éducation d'un modèle transmis de père en fils. Et voilà, et qui fait un peu le relais entre le roi et ces sujets, qui forment un peu les maillons de cette chaîne interminable qui va du plus petit des sujets jusqu'au roi. Un autre exemple que je peux vous donner, hein, si je ne vous ennuie pas trop avec mes petits peu d'exemples, mais c'est vous avez la procédure dans l'Ancien Régime qui existe, je crois qu'elle existe toujours dans le droit français, mais je ne suis pas sûr, qui s'appelle l'appel comme d'abus. Et en fait, n'importe quel sujet du roi de France, quand il est jugé par son seigneur, vous savez que les seigneurs ont des droits de justice, enfin ils peuvent juger des crimes qui sont plus ou moins importants en fonction de leur rang dans la noblesse, si vous voulez. N'importe quel sujet du roi de France, quand il est jugé, qui conteste la décision de justice qui a été rendue contre lui, peut en faire appel directement au roi de France. Voilà, c'est pour vous rendre compte un peu vraiment de cette proximité, encore une fois, qui existe. Il y a un passage qui est extraordinaire, c'est dans la vie de Philippe le Bel par Jean Favier. Vous savez que Philippe le Bel s'est beaucoup battu, donc on est au début du XIVe siècle, s'est beaucoup battu contre les drapiers des Flandres, qui étaient un peu des gros capitalistes de l'époque, et que Philippe le Bel a attaqué parce qu'il ne respectait pas les conditions, parce qu'il maltraitait en fait leurs ouvriers. Donc il les attaque une première fois, sauf que c'est la victoire des drapiers des Flandres contre les chevaliers français à Courtrai. Donc dans la cathédrale de Courtrai, vous avez des chaînes d'éperons arrachées aux chevaliers français qui sont pendus aux voûtes de la cathédrale. Et Philippe le Bel va réattaquer une seconde fois à Mons-en-Pévèle. Cette fois-ci, il va écraser les drapiers flamands. Et donc il y a une scène qui est racontée par un chroniqueur de l'époque et qui dit « On a vu le roi combattre à pied avec une hache. Il avait perdu son aume. Et donc un jeune sergent de ville. Donc un sergent de ville, qu'est-ce que c'est ? C'est un artisan, un commerçant hein, qui portait la bannière de France derrière. À sa droite, à la droite du roi, il y avait un comte de Montmorency, donc une très vieille famille, sans doute d'origine carolingienne. Et à la gauche du roi, il y avait des paysans, des hommes d'armes, venus, je crois, du Poitou, j'en sais rien, enfin j'ai perdu le nom exact. Vous voyez, c'est un peu cette image de la société d'Ancien Régime. Autour du roi sont représentés les bourgeois, enfin quand on entend bourgeois, c'est les habitants des bourgs. Hein. On ne parle pas d'une conception marxiste liée à un niveau de revenu. D'un côté, les bourgeois, de l'autre, la vieille aristocratie, la plus très illustre, hein, et de l'autre, la paysannerie. Voilà, c'est un peu ça la société d'Ancien Régime. C'est très intéressant parce que c'est des choses qu'on connaît pas, parce qu'on est tous un peu les fruits de l'éducation nationale qui nous a bourré le crâne de principes justement anti-monarchiques, etc. Justement, alors ça fait une bonne conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander comme ouvrage, comme livre ou comme façon un peu de développer ces questions, d'en connaître plus sur la monarchie? Pour revenir moi sur le premier, enfin sur l'un des premiers thèmes qu'on a développé, l'ouvrage de Jean de Vigry sur les deux patries. Ah oui, effectivement, c'est vraiment un ouvrage qui est passionnant pour comprendre toute cette question justement de comment est-ce qu'en fait l'amour de la nation, l'amour de la patrie, pardon, a été remplacé par parce que c'est plus un amour librement consenti, par l'adhésion à la nation révolutionnaire. Ça, c'est effectivement, je pense, une référence incontournable sur cette question. Après, moi, qu'est-ce qu'on pourrait alors, proposer d'autres, moi, il me semble. Alors, sur la question de patrie-nation, moi, j'ai pas trop de idées. Après, moi, je peux vous conseiller un site qui recueille pas mal d'articles. Alors, ce sont des articles sur des aspects ponctuels, hein, vous n'aurez pas l'unité qu'il y a dans un ouvrage, qui s'appelle le site Vive le Roi. Donc, Vive le Roi avec un Y. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc, vous avez des réponses, notamment sur la question du nationalisme, sur la question de Maurras,
Et puis après, bon, il y a plein d'autres points qui sont développés de la doctrine royaliste. Et après, il y a un ouvrage, moi, que je trouve très intéressant en termes de philosophie politique et qui traite de cette question de la nation et de la patrie. Alors, il est pas, c'est un ouvrage de philosophie, hein, c'est Léo Strauss. Qu'est-ce que la philosophie politique? Léo Strauss, c'est un professeur d'université américain des années 50-60, si vous voulez, c'est un peu un contemporain de Hannah Arendt. Bah, il y a des passages qui sont plus ou moins aisés, mais c'est un philosophe classique, on va dire, qui se revendique en tout cas une filiation classique. Et comme tous les classiques, comme tous les gens qui décrivent la nature, finalement, il a un langage qui est assez simple. Ça peut, voilà, vraiment, je vous le conseille, il est fondamental sur plein de choses, sur l'aristocratie, sur la monarchie, sur la tradition et la modernité, sur la démocratie. Enfin, voilà, c'est comme ça, là, tout de suite, c'est un peu la première idée que j'ai. Voilà, il y a Solari qui immédiatement a mis les ouvrages en référence là dans le salon de questions. Donc merci Solari. Et effectivement, viveleroi.net avec un Y, viveleroi.net, c'est le site sur lequel il y a le site de la légitimité. Je pense qu'on peut s'arrêter là. 2 heures de discussion intense. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis très heureux de cette soirée, de cette discussion. Je pense qu'on a abordé pas mal de thèmes qui intéressent les gens ici. Enfin, j'espère que tous ont été intéressés. N'hésitez pas ensuite dans les différents salons, dans la taverne ou autre, à dire vos impressions, vos critiques éventuellement, vos remarques, etc. J'aimerais remercier Jean Dupellem pour avoir s'être livré à cet exercice éprouvant, d'avoir répondu à toutes ces questions. Non, je vous en prie, c'est un vrai plaisir. Bon, bah tant mieux. Et puis je vous propose de terminer, comme d'habitude, par une petite prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Écoutez, merci à tous, merci Jean Dupellem encore une fois. Merci Monsieur Fernand pour avoir fait l'intermédiaire entre le peuple et les conférenciers. Merci à tous de nous avoir suivis. Il y en a qui ont abandonné au fur et à mesure, mais on a quand même une bonne audience, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour une conférence. Bonne soirée. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.